C'est le deuxième rendez-vous aujourd'hui qu'on vous propose, les étudiants. Donc hier, on a eu une intervention de Xavier Urbain et d'une responsable qualité, hygiène, sécurité au sein du groupe ID à propos de la crise dans le secteur de la logistique, gestion de crise dans un contexte Covid. Aujourd'hui, en fait, les sujets, c'est ce qui était souligné hier. Finalement, ils se rapprochent parce que ça a vraiment contribué à l'essor du e-commerce. Donc, c'est à cet e-commerce qu'est dédiée la conférence d'aujourd'hui. Je vais juste remercier Hervé, bien sûr, pour l'organisation de ce moment, remercier Philippe Aymar d'avoir accepté d'apporter un témoignage sur un domaine qu'il connaît très bien. Remercier également M. Naudet pour votre participation à cette conférence. Et puis, Florence Hippolyte, mais finalement, Florence, on va te remercier toute la semaine parce qu'effectivement, en fait, a priori, ce n'est pas très compliqué de trouver des conférenciers. On a 30-35 groupes dans la FL, comme vous le savez, les étudiants. Et puis, effectivement, mais il faut trouver des gens disponibles au bon moment sur le sujet que nous sommes en train de traiter. Ce n'est pas toujours facile. On sait que vous êtes très pris. Merci donc pour votre disponibilité. Voilà. Donc, toi, Hervé, si tu veux introduire, enfin, si tu veux présenter rapidement. Oui, tu as dit le plus important, effectivement, merci pour bienvenue dans cette conférence consacrée en fait au e-commerce, un sujet qui était lancé à travers la conférence d'hier, puisqu'il y a la place du e-commerce augmente, donc on le sait tous, et puis peut-être encore plus en cette année 2020 là, écoulée, qu'on gère encore aujourd'hui. Et puis donc, c'est aussi des perspectives par rapport aux activités que vous allez avoir, vous et futurs professionnels de la logistique transport. Donc, merci aux intervenants, à M. Aymar, à M. Naudet, à Florence pour sa participation, pour l'organisation de cette conférence, mais aussi celle de demain, celle d'hier et celle de demain. Merci aussi à Xavier Bourgeois qui est là parmi nous et qui a participé aussi pour la recherche d'intervenants et l'organisation de cette conférence. Donc l'idée, quand on en a discuté, parce que c'est un travail collectif, même si j'ai géré plutôt la partie visio là aujourd'hui et hier. Il y a un micro ouvert. Voilà. Et bien, en fait, ce qui était important, c'était de trouver une thématique qui ait un sens à la fois dans le contexte et à la fois par rapport à votre formation et à la fin de votre parcours Goal. Donc, on a évoqué hier la gestion de crise en logistique et on a vu qu'il y avait effectivement une place toute nouvelle réservée à la logistique. On prend une autre place dans l'organisation. On a vu aussi que le e-commerce avait pris de l'ampleur et de ce fait, présenter en deuxième conférence ce thème, ça nous paraissait plutôt évident. Et derrière, c'est effectivement pour demain, ça sera une table ronde. Donc ça, c'est pour expliquer à tout le monde que demain, ça sera une table ronde sur l'emploi. Oui, on est bien dans cette démarche-là pour vous. C'est qu'est-ce que vous allez pouvoir faire, quelles sont les opportunités pour vous et comment vous pouvez vous positionner en termes d'emploi. Voilà, j'ai dit, je pense, l'essentiel. Donc, au niveau organisation, on va démarrer là. On va aller. Après, ça dépendra aussi de vos questions. Donc, j'attends aussi de votre part, vous les étudiants, de participer, comme vous avez pu le faire hier. Donc, on a le chat. Profitez pour poser des questions. Réagir aussi, c'est réagir par rapport à ce que vous allez entendre. Et en tous les cas, donner un peu de vie à cette conférence. Donc, je vais laisser dans un premier temps la parole à M. Aymar qui va se présenter. Et puis après, je laisserai la parole à M. Naudet. Alors, au niveau répartition du temps, bon, voilà, on va aller, je sais pas, on va dire, hier, on est allé jusqu'à 16 heures, donc on peut peut-être partir sur ce timing-là. Donc, ça nous fait un peu moins de 2 heures maintenant, mais voilà. Donc, je vous laisserai vous répartir un petit peu le temps. On n'a pas eu le temps de se synchroniser là-dessus, mais je vous fais confiance au niveau des marches. Voilà.
Il n'y a pas de souci. Merci. Vous voulez qu'on se présente l'un derrière l'autre d'abord et qu'après on parte sur le sujet, ou on enchaîne et on se présente juste avant qu'on commence à parler de notre sujet? Oh, ben, vous pouvez vous présenter l'un après l'autre, puis comme ça, après, on enchaîne. Ça marche super. Ouais, OK. Donc moi, je commence, Adrien, si vous le permettez. Donc, je suis Philippe Aymar, je suis un Goal 5. Après ma formation Goal, je suis rentré dans l'entreprise de la fondation. J'ai fait 7 ans en logistique 3PL. Je travaillais, alors à l'époque, l'entreprise n'existe plus, chez Danzas, en fait, après, très rapidement. Une entreprise qui s'est retransformée en DHL après, enfin qui a été rachetée et agglomérée avec DHL. Mais en fait, et peut-être ce qui est très parlant avec la conférence d'aujourd'hui, c'est qu'en 2000, j'ai eu la chance d'être chassé, d'être recruté par Amazon qui ouvrait son site en France, en fait. Donc, j'ai eu la chance de démarrer chez Amazon quand on a ouvert le site Internet en France, et j'ai passé 17 ans chez Amazon, donc commençant à gérer les opérations en France, et j'ai fini vice-président Europe de la supply chain et du transport au Luxembourg, là, et le siège Amazon en Europe. Voilà. Depuis 3 ans, en fait, j'ai décidé d'arrêter de travailler pour Amazon et je me consacre à aider des entreprises, à faire du conseil sur des boards, à enseigner aussi dans 2 universités et aussi un peu au Goal exécutif d'ailleurs. Et puis à faire aussi, j'ai ma propre société de conseil en logistique et j'aide des entreprises qui en ont besoin. Voilà en quelques mots. Merci. Adrien, si vous voulez vous présenter avant de repasser la parole à M. Aymar. Sans problème. Donc, bonjour à tous, Adrien Naudet. J'ai 4 ans maintenant. Site pour le compte du client, c'est Discount. J'ai commencé à travailler dans la logistique à la fin des années 90, 98. À l'époque, chez Norbert d'Entresangles, qui est devenu XPO. Puis j'ai travaillé chez Giro Logistique pendant 2 ans sur une plateforme Conforama. Ensuite, j'ai rejoint l'e-commerce puisque Pixmania cherchait un responsable de plateforme. Donc en 2005-2006, j'ai travaillé chez Pixmania sur leur site de Bretigny. Sur Géodis, j'ai travaillé pendant 6 ans en tant que responsable d'exploitation, puis responsable de site. Et ensuite, je suis allé tenter une aventure. C'est plutôt 2 ans. Alors, ça coupe. Ouais. Je sais pas si oui, ce sont des entreprises logistiques. D'accord. Moi, je vous entends. Ouais, je sais pas si c'est moi, mais ça coupe un peu. Je sais pas si vous avez le même problème que moi ou ça passe bien pour vous. Non. Ça assure un peu. Ouais. Moi, ça passe. Ok, d'accord. Alors, moi, je vous entends bien. Ok. Donc chez Vinci, donc je dirigeais pendant 2 ans une entreprise de logistique, exploitation logistique, pour le groupe Agora Distribution, donc Eram, Tati Fabiolucci, Gigasor. Et puis j'ai quitté rejoindre ID Logistics, donc il y a 4 ans. Ok. Voilà, je sais pas si ça coupait un petit peu. Je sais pas si vous avez entendu. Voilà, un beau parcours également. Ce que je vous propose, c'est repasser. Alors, je sais pas si vous m'entendez bien. Hein. Je passe la parole à Philippe. Donc, pour démarrer, il y a un diaporama partagé, si j'ai bien compris, non? Ouais, c'est ça. Alors, je vais essayer, je vais le lancer. On va voir si ça marche. Ok. Moi, j'écoute. Vous me dites si vous voyez. Voilà. Ok, parfait pour moi. Très bien. Donc, alors on va aller vite sur le premier slide parce que j'avais même prévu un slide de présentation pour moi. C'est pour ça que je vous le demandais tout à l'heure. Donc, en fait, ce que je vais essayer de parcourir avec vous, c'est le e-commerce et évidemment beaucoup à travers ma vision d'Amazon, enfin du développement d'Amazon en l'occurrence. Donc ça, je passe, c'était mon background, je vous en ai parlé. Moi, j'essaie de vous montrer par rapport au scope d'Amazon. La première des choses que je veux vous dire, c'est qu'en fait, Amazon, le e-commerce, c'est tout récent. Voilà à quoi ça ressemblait en 95.
Donc, tout à l'heure, Adrien disait qu'il a commencé en 98. Il a aussi commencé quasiment dans le début de cette activité. Et ça avait commencé que par vendre des livres. Et quand vous voyez le graphisme, vous voyez aussi l'état d'avancement technologique dans lequel on était en 95 sur l'Internet et le e-commerce en général. Donc, évidemment, c'est devenu ce que vous en connaissez aujourd'hui, c'est-à-dire ça. Et on voit qu'on est 25 ans sont passés. Et avec une technologie qui s'est améliorée. Mais moi, ce sur quoi je vais revenir vers vous, ce n'est pas fondamentalement ces technologies, bien évidemment, parce qu'on n'est pas des gens du web, on est des gens de la logistique, mais je vais vous parler justement de ce qui était là et ce qui est encore là, et aussi ce qui évolue aujourd'hui et ce qui accompagne le e-commerce d'un point de vue logistique. L'une des choses que je remets aussi, c'est on parle beaucoup, alors, et je le remets en perspective, il faut dissocier un petit peu ce que fait Amazon. Là, ce dont je vais vous parler, c'est principalement de l'activité e-commerce, évidemment. On ne parlera pas des activités de vente de Kindle, on ne parlera pas d'Amazon Prime Video que vous connaissez peut-être tout, mais par contre, on peut parler tout à fait d'Amazon Prime Now, qui est la livraison en 1 à 2 heures, donc un très fort impact sur la logistique, de la logistique même. Amazon Fresh, évidemment, qui a la livraison des produits frais. Alors ça, vous ne l'avez pas partout, par contre. Donc, c'est pour ça que je le mets en avant. Je ne parlerai pas d'Amazon Web Services, qui est le cloud, encore aussi quelque chose de bien spécifique et différent. Et par contre, d'Amazon Logistique, c'est Whole Foods. Alors, Whole Foods, si vous ne savez pas ce que c'est une entreprise c'est un retailer, en fait, américain, avec quelques boutiques en Angleterre aussi, qui vend de l'alimentation. Et Amazon a acheté, il y a à peu près 4-5 ans de ça, ce retailer. Et j'en parle parce que c'est important dans la perception de l'e-commerce et de ce que devient l'e-commerce. Parce qu'en fait, on commence à mettre un pied dans les magasins. C'est-à-dire que l'e-commerce n'est plus seulement ce que c'était il y a 25 ans ou 20 ans ou même 15 ans. Là, on commence à voir se construire en fait un réseau autour du e-commerce pour amener le produit au client. Et enfin, et ça c'est très important, en tout cas pour ce qui vous concerne, évidemment Amazon Logistique, j'ai eu la chance de créer ça chez Amazon, c'est-à-dire de devenir notre propre logisticien, de bout en bout, y compris de la livraison, c'est-à-dire de commencer à mettre des camions sur les routes, de commencer à mettre des livreurs sur les routes qui livrent les paquets Amazon. Donc, et Amazon Logistique est un département à part entière dans l'entreprise qui sert évidemment uniquement ou principalement Amazon, mais c'est une entité logistique intégrale qui s'occupe d'un des piliers de l'entreprise, en tout cas pour toute la partie e-commerce, qui est de livrer les produits aux clients quand ils ont été commandés sur le web. Pour revenir à ce qu'est le e-commerce, c'est vrai que je suis juste replongé dans ce qu'était Amazon. Et c'est vrai que la différence par rapport au commerce traditionnel et au e-commerce, c'est qu'en fait, là, tout d'un coup, la logistique touche le client final définitivement. Il n'y a plus l'interface des magasins entre la partie achat, on va dire, la partie entreposage, la partie transport et le client final. Là, on est directement et on s'adresse au client final à travers son achat qui va être fait par le web. Amazon, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, autant technologiquement le web a évolué, autant sur les fondamentaux, ça n'a pas évolué, en tout cas d'un point de vue Amazon. Amazon avait toujours déterminé, quand je suis rentré en 2000, c'était exactement écrit de la même manière, Amazon voulait être l'entreprise la plus centrée sur le client au monde, où les gens pouvaient trouver et découvrir tout ce qu'ils pouvaient acheter en ligne, en fait. Donc, c'est une notion importante, en fait, parce que pour moi, il y a deux notions importantes dans ce message-là qui définissent le e-commerce. C'est d'une part la connexion avec le client, donc être très focalisé sur le client, c'est lui qui vient directement vous commander, il n'y a pas d'intermédiaire dans la chaîne, et c'est lui que vous allez aller livrer. Le deuxième point, c'est anything que vous voulez trouver en ligne, c'est-à-dire tout ce que vous voulez trouver en ligne. Une des caractéristiques du e-commerce, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est de manier un grand nombre de références. Et ça, c'est une différence avec le retail traditionnel. Parce que si vous prenez par exemple n'importe quel retail, dans n'importe quel domaine d'ailleurs, que ce soit dans l'alimentaire ou dans l'autre, vous allez vous retrouver dans la limite du magasin. Dans la limite du magasin, c'est un nombre de références qui est malheureusement limité. Le e-commerce a ouvert une porte énorme, c'est de rendre disponible un nombre incalculable de produits. Et évidemment, Amazon a toujours fait
a toujours mis ça en avant comme quelque chose de fer de lance. Aujourd'hui, sur Amazon, à travers le monde, le catalogue Amazon, c'est 32 millions de SKU, si ça vous dit quelque chose, d'unités de produits différents vendus. Ça, c'est le catalogue. Tous ne sont pas en stock disponibles, mais il y a plus de dizaines de millions de produits qui sont stockés et disponibles. Ça, vous ne le trouverez pas dans le retail traditionnel. Un magasin, même une grande surface, gère entre 30, 35 000, 40 000 produits, ce qui est déjà un beau nombre de références. Donc en fait, ça, c'est une composante importante du e-commerce, c'était la délimitation, enfin l'ouverture et la non-limitation physique qui était nécessaire dans les magasins de sélectionner les produits que vous mettez en avant. Là, on se retrouvait avec un portail virtuel et des marchandises qui restaient dans vos entrepôts, voire même, pour certains, des marchandises qui n'étaient pas encore achetées aux fournisseurs. C'est-à-dire que des marchandises que vous pouvez acheter et que vous allez attendre un petit peu parce que le e-commerçant va lui-même les faire fabriquer ou les acheter à son fournisseur. Le deuxième point important qui est assez caractéristique, et ça, je pense que, alors, et Adrien en parlera tout à l'heure aussi de la vision de Cdiscount, l'une des clés du e-commerce, c'est de se focaliser sur le client. Et c'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, les sites qui ont du succès auprès de tout le monde sont les sites qui focalisent sur le client. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une vraie connexion avec eux. Donc, en fait, depuis le début, et là, c'était dicté définitivement même par Jeff Bezos, il disait, en fait, il faut commencer par le client, ce que veut le client, de la manière dont il veut, et travailler work backward, c'est-à-dire travailler de là et remonter la chaîne pour mettre en place une logistique, un service, un site web. Et c'est comme ça qu'on arrive à une livraison 1 à 2 heures, par exemple. C'est que si on avait demandé à des purs logisticiens comme on l'était, nous, il va falloir livrer vite en 1 à 2 heures, on aurait mis beaucoup de freins, en fait, à arriver à ça. Et en fait, l'entreprise le met à l'envers, elle dit maintenant, vous devez livrer en 1 ou 2 heures, réfléchissez comment vous allez faire. Et là, évidemment, il y a beaucoup d'innovations et de choses qui arrivent, et finalement, ça se met en place, et ça existe. Et aujourd'hui, c'est Amazon Prime Now. Donc, ça, c'est deux composantes importantes. Moi, là où je vais revenir aussi, c'est sur ce qu'Amazon a défini la flywheel et qui est devenu en fait l'Amazon Effect, dont vous entendrez peut-être parler dans d'autres entreprises et en général dans l'économie et dans le e-commerce. En fait, ce petit dessin, c'était ce que Jeff Bezos a décidé sur une serviette dans un restaurant un jour. Alors, c'était après avoir démarré, c'était plutôt dans les années 2003-2004, où il essayait d'expliquer le modèle, en fait. Il était en discussion avec quelqu'un, il essayait d'expliquer son modèle. Il a dessiné ça. Et je pense que c'est très représentatif du modèle e-commerce, en fait. Alors, on peut le prendre où on veut. Et évidemment, comme je viens de vous le dire, on va le prendre de la customer experience, c'est-à-dire l'expérience client. Donc, encore une fois, tout part de là. Il faut créer une expérience client dans le e-commerce, parce que grâce à l'expérience client, vous créez du trafic. C'est-à-dire que les gens viennent sur votre site et regardez. Donc, c'est la clé aussi dans le e-commerce, c'est le trafic que vous réussissez à générer sur votre site web. Si vous n'avez pas de trafic, vous aurez du mal à vendre des produits. Et vous aurez du mal à vendre, mais vous aurez aussi potentiellement du mal à attirer des sellers, des vendeurs, ou alors tout simplement des distributeurs ou des gens qui veulent vous vendre de produits pour que vous les mettiez à disposition. Donc, en fait, quand vous avez une expérience client bonne, vous attirez des gens sur votre site, vous créez un trafic. Ce trafic fait que vous avez des gens qui veulent vous vendre des produits et qui veulent être disponibles. Alors, soit vous les vendre à vous pour que vous les revendiez, l'activité pure de retail, ou une activité, ce qu'on appelle marketplace dans le e-commerce, c'est-à-dire que vous proposez directement sur votre site web les produits d'autres vendeurs que vous n'achetez pas, mais vous faites une mise en relation en fait d'un vendeur et d'un client. Donc, vous attirez des sellers. Quand vous attirez des vendeurs, une chose se passe, c'est que vous commencez à augmenter votre sélection. Et là, on revient à ce que je disais tout à l'heure au nombre de SKU. C'est une des clés du e-commerce. Demain, un site qui ne vendrait que une sélection qui est limitée serait forcément moins intéressant et aurait forcément moins de trafic et moins de vendeurs qu'un site qui se veut vendre le plus possible. Par contre, ça ne veut pas dire vendre de tout non plus.
C'est-à-dire qu'Amazon, alors évidemment, ce que vous pouvez voir aujourd'hui, c'est à ajouter. La première page de 95, c'était que des livres. Hein. Pour ceux qui ne le savaient pas, Amazon avait commencé par ne vendre que des livres et évidemment a étendu à ce que vous connaissez aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire vendre de tout, mais ça veut dire une large sélection de ce que vous voulez vendre. Si vous vendez des chaussures, vous voulez beaucoup de modèles de chaussures et évidemment toutes les tailles possibles et imaginables. Quand vous vendez des habits, de la même manière, beaucoup de modèles de ça. Donc, d'habits. Donc en fait, la sélection est une clé importante du e-commerce, c'est d'offrir une offre très, 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 très large, bien au-delà de ce que peut offrir un retailer. Quand vous commencez à avoir ça, évidemment, ça commence à créer une meilleure expérience. Le client vient, trouve ce qu'il veut sur votre site, donc ça le fait venir encore plus. Donc, vous commencez à faire tourner cette roue. Le flywheel, c'est une roue, en fait, ça commence à tourner. Et elle génère de la croissance, c'est-à-dire plus vous avez de clients et de trafic et de vendeurs et que les clients achètent, et bien plus vous commencez à grossir. En grossissant, vous obtenez un deuxième effet, c'est que vous commencez à baisser vos coûts de structure. Parce que l'un des éléments forts du e-commerce, c'est que vous avez des coûts de structure qui sont plus faibles. Des coûts logistiques beaucoup plus élevés, notamment de transport, mais des coûts de structure beaucoup plus faibles. Vous n'avez plus les magasins. Et ces magasins qui ont une limitation en nombre de clients qui peuvent servir, alors que là, vous n'avez plus que des entrepôts et un réseau de distribution. Donc, quand vous réussissez, et le site web de la même manière, pour le coup, un site web a une scalabilité, c'est-à-dire une possibilité de grossir, d'accueillir de plus en plus de clients qui est énorme par rapport à ce que vous auriez dans un magasin. Donc, en fait, vous baissez vos coûts de structure car vous avez beaucoup de clients et vous avez beaucoup de transactions, et ça vous permet de descendre vos prix. Et en descendant vos prix, évidemment, en plus de la sélection de produits, c'est-à-dire de la largeur de votre offre, vous créez vraiment une bonne expérience client. Ça, c'est le modèle Amazon. Ça a été repris, en fait, alors, je vais faire juste un flip, ça a été repris dans les 3 piliers qui ont été définis chez Amazon, qui sont, comme je l'ai dit, le prix, donc on l'a vu avec baisse des coûts, baisse de prix, la sélection qui est l'offre la plus large possible, et une partie qui était importante aussi, qui est en anglais la convenience. En fait, il faut que ça marche, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit intéressant pour le client d'acheter là plutôt que d'acheter dans son magasin au coin de la rue. C'est-à-dire que si vous commencez, parce que le e-commerce, vous ne l'avez peut-être pas connu à cette époque-là, mais de 1995 à 2000, 2001, le e-commerce, il y avait beaucoup notamment en France malheureusement, on achetait, on ne savait pas quand on recevait, ça pouvait durer une semaine, 15 jours, etc., etc. Donc en fait, on se retrouvait pas forcément dans un achat convénient. Souvent, on disait, je vais au magasin parce que ça va plus vite. Alors que l'e-commerce a transformé ça au fur et à mesure pour justement quelque chose qui est aussi rapide avec le e-browser presque, mais en tout cas très rapide et très facile en termes d'achat. Vous êtes chez vous, vous commandez, le lendemain, vous recevez, vous n'avez pas bougé de chez vous. Donc ça, c'est la convenience et l'augmentation. Je mets ces 3 piliers parce que c'est une clé aussi pour nous en logistique. Pourquoi? Parce que le prix, comme je l'ai dit tout à l'heure, une des composantes essentielles en e-commerce, c'est que les coûts logistiques en e-commerce sont plus importants que dans la distribution en général. C'est-à-dire qu'on parle de 9, 10, 11, voire 15% de coûts logistiques. C'est-à-dire des coûts que vous, jeunes diplômés, et nous, anciens de ce monde, gérons. Donc vous retrouvez, comme le disait tout à l'heure, je ne sais plus lequel des deux Hervé, vous retrouvez dans une situation où on parle du fait que la logistique prend de plus en plus de place dans les entreprises, mais parce qu'elle prend aussi beaucoup plus d'argent, et notamment via le e-commerce. C'est-à-dire que les coûts logistiques sont plus importants en distribution. Vous n'avez pas de magasin, mais vous reportez une partie de ces coûts sur la logistique. Donc en fait, vous avez un réel impact en améliorant vos coûts logistiques sur le prix réel des produits qui sont vendus. Et pour vous donner pas une anecdote, mais c'est comme ça que ça marche chez Amazon, c'est-à-dire que en réussissant à baisser les coûts, les systèmes en fait sur les sites web de prix s'ajustent automatiquement et on arrive à baisser les coûts. C'est-à-dire qu'Amazon redonne en fait automatiquement pour essayer de garder les prix les plus bas possibles et être compétitif bien entendu. Chaque fois que des améliorations sont faites, redonne en fait aux clients une part des améliorations qui sont faites dans les coûts logistiques. Et c'est pas neutre parce que quand on a 15%, vous imaginez 15% du prix de vente qui sont des coûts logistiques. Vous imaginez, quand on fait 10% d'amélioration de coûts logistiques, on peut redonner 1,5%
aux clients, ce qui est assez énorme. Alors après, on me dit, ah bah oui, mais non, on est plus à avoir des promos à 10 à 20%, mais dans un PNL et sur une perspective annuelle, ce sont des millions, voire aujourd'hui chez Amazon, des milliards qui sont économisés et redonnés à travers les prix. La sélection aussi est importante parce qu'évidemment, on doit pouvoir accommoder un grand nombre de produits. Et si vous avez, et vous l'avez forcément parce que vous avez été en stage, vu dans les entreprises, il y a une complexité souvent qui va revenir dans le warehousing, dans l'entreposage, un peu moins dans le transport, c'est cette complexité de gérer des larges gammes. C'est-à-dire que moi, souvent, maintenant, en tant que consultant, quand j'entre dans des entreprises, l'une des choses qu'on me dit, ah oui, on a un catalogue, on a 5000, 6000 références, et les gens trouvent que ça fait beaucoup. L'une des composantes de l'e-commerce, c'est un nombre largement supérieur de références qui nécessite, en l'occurrence, des systèmes un petit peu plus appropriés et des méthodes de stockage et de préparation qui sont un peu différentes de ce qu'on trouve dans le commerce traditionnel. Et enfin, l'inconvénient, j'en ai parlé, mais c'est un vrai atout et un vrai point pour la logistique, c'est évidemment l'inconvénience de avoir un moteur de recherche sur le site web qui vous permet de trouver ce que vous voulez en 3 clics, c'est excellent. Avoir des comparaisons de produits qui vous permettent de dire, vous avez regardé ça et puis celui qui a acheté ça, il a aimé ça, on vous le montre. C'est aussi une convénience qui a un vrai atout. Mais l'ultime convénience sur l'e-commerce, c'est une fois que vous avez commandé, c'est d'avoir votre produit dans le temps imparti, que ça soit une journée, que ça soit 2 heures, en tout cas d'avoir le bon produit et au moment où vous l'a promis. Et ça, c'est une vraie convénience sur laquelle la logistique a dû travailler pour qu'il y ait un haut niveau de service. Parce que là, vous traitez directement avec le client final. Vous n'êtes pas à des 94% de livraison d'une plateforme logistique ou 90% dans les temps. Là, aujourd'hui, vous traitez avec des gens qui commandent 1 ou 2 produits. Et à chaque fois que vous ne livrez pas le produit, ça peut être potentiellement un client qui s'en va. Donc, c'est les trois piliers de ce qu'on appelle, alors chez Amazon, encore une fois, mais je vais y revenir, là où ça a été extrapolé, les 3 piliers qui ont été déterminés chez Amazon. Évidemment, pour servir ce qu'on trouve au-dessus, le client, tout est fait pour servir le client et ces 3 piliers doivent être travaillés pour améliorer l'expérience client. Et la particularité aussi du e-commerce et d'Amazon, mais de beaucoup d'e-commerçants, c'est de le mettre sur une couche technologique importante. Pourquoi ? Parce que, en fait, dans le but de servir un très large nombre de clients, d'avoir beaucoup de références à proposer et de le faire rapidement, vous pouvez le faire uniquement si vous avez la technologie adaptée. Donc Amazon, indépendamment aussi du site web, qui est effectivement une pièce technologique aussi de la compagnie, l'intégralité des systèmes logistiques appartiennent à Amazon, que Amazon a développé, c'est-à-dire que l'intégralité de tous les TMS, WMS, OMS, et si vous ne savez pas ce que c'est, je vous encourage à vite aller trouver tout ça dans vos livres. Ces systèmes-là appartiennent à Amazon et ont été développés dans le temps par Amazon, car étant critiques pour servir la logistique d'Amazon. Je reviens juste sur un slide en arrière, parce que c'est la dernière partie du e-commerce, mais c'est la croissance en fait. Une des caractéristiques du e-commerce, je laisserai Adrien en reparler tout à l'heure par rapport à la période Covid, on le vit encore là, c'est une croissance forte. C'est-à-dire que là, je vous ai pris les 16 dernières années d'Amazon, du chiffre d'affaires global d'Amazon, et le CAGR, qui est la croissance annualisée annuelle moyenne, est de 26% sur 16 ans. Pour vous donner aussi quelque chose, moi, qui a été ma référence en tout cas, c'est que quand j'ai commencé en l'an 2000, Amazon avait un chiffre d'affaires en l'an 2000 de 2,8 milliards, ce qui est déjà un beau chiffre d'affaires. Quand je suis parti 17 ans après, donc en 2018, elle avait 232 milliards de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que l'entreprise était 64 fois plus grande quand je suis parti que quand je suis arrivé dans l'entreprise. Et ça, c'est une caractéristique énorme du e-commerce, c'est que ce sont des entreprises qui doivent être agiles car elles grossissent énormément. Une entreprise de retail traditionnelle grossit peut-être ça dépend lesquelles, 3 à 5%, et ça dépend des années. Mais on va dire qu'avec une croissance annuelle à 1 ou 2%, le retail va grossir à peu près. C'est quand même un haut composant de la croissance du PIB d'un pays de ce niveau-là. Le e-commerce, en général,
avant Covid, était plutôt à 10-15% en France. Et au niveau d'Amazon, il est resté et l'est encore. Alors là, il n'y a pas que du e-commerce, c'est vrai aussi. Il y a quelques chiffres d'affaires aussi, par exemple, de cloud qui se sont mélangés, mais c'est quand même une croissance de 26%. C'est-à-dire que vous retransformez littéralement l'entreprise tous les ans. Pour vous donner un exemple, d'une année sur l'autre, en 2013, c'était en fait l'entreprise, 2013-2014, l'entreprise était passée de 88 milliards, de 74 milliards à 88 milliards. On avait ajouté en une année 15 milliards au niveau global dans le monde. Et parce que l'anecdote était intéressante pour une entreprise de Seattle, là où le siège d'Amazon aux US, en fait, 15 milliards en 2013, c'était le chiffre d'affaires de Starbucks. Donc, en fait, on disait en 2014 qu'en une année, on avait ajouté en taille de business l'intégralité du business Starbucks à travers le monde, en l'occurrence. Donc, ça, c'est pour vous donner l'échelle à laquelle se fait l'augmentation. Encore une fois, c'est l'entreprise qui croît la plus sur le long terme, en tout cas, que je vous donne, mais l'une caractéristique du e-commerce, vous la retrouverez chez Cdiscount, par exemple, c'est une croissance au-delà des croissances de PIB classiques et plutôt de 10, 15, voire 20%. Et je sais que même là, depuis Covid, plus de 20% dans la plupart des métiers du e-commerce. Donc, une adaptabilité et ce qu'on appelle une scalabilité en anglais, c'est-à-dire un changement d'échelle qui est impératif quand vous faites du e-commerce et une flexibilité pour le faire en l'occurrence. Et c'est là où on se fie beaucoup au système. Et je vais finir en tout cas sur cette partie un peu de maître, c'est comment l'Amazon Effect. Pourquoi c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est quelque chose qui s'est développé depuis 2, 3, 4 ans dans l'industrie du e-commerce justement, et dans l'industrie en général en fait, parlant de l'Amazon Effect. Qu'est-ce qu'Amazon a amené qui fait que tout le monde le fait aussi et maintenant? En fait, ce que vous voyez, c'est les 3 piliers. En fait, c'est que dans le e-commerce, mais aussi dans le commerce traditionnel, qu'est-ce qu'on veut? C'est ajouter de plus en plus de produits et plus de personnalisation. La personnalisation, pour quelque chose qui n'est pas dans l'e-commerce, je prends toujours comme exemple les voitures. Il y a 25 ans, quand on allait acheter une voiture, on prenait un modèle, vous aviez quelques options, et puis des fois, il y avait même des modèles avec des lettres derrière qui se situaient à un niveau d'option, et à la limite, vous aviez 3 ou 4 options de plus. Aujourd'hui, vous allez sur quasiment tous les concessionnaires, vous pouvez modifier quasiment intégralement. Alors, c'est des options, mais des couleurs, vous pouvez modifier intégralement. C'est un des effets de cette augmentation. Les clients veulent plus de choix. Donc, l'e-commerce est évidemment bien adapté à ça. Donc, ça complexifie énormément le management logistique, pour le coup. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté dans les entreprises dans lesquelles vous avez été, mais ça complexifie le management de l'inventaire, parce que quand vous devez gérer un inventaire de 10 références ou un inventaire de 10 000 références, ce n'est pas du tout la même chose et ce n'est pas du tout la même approche pour la gérer. La convenience, donc la facilité d'avoir le produit, c'est effectivement quelque chose géré par le e-commerce, c'est qu'on devient de plus en plus exigeant. On veut que ça aille vite, ça s'est accéléré de plus en plus et ça continue de s'accélérer. Maintenant, on est de manière un peu standard aux livraisons le lendemain dans le e-commerce, alors qu'il y a encore 10 ans, on était plutôt à 2-3 jours, notamment en France, voire plus, dans d'autres pays. Là, on est vraiment maintenant plus sur une livraison le lendemain et aussi une livraison de qualité. Donc, le e-commerce demande en fait aussi pour nous en logistique, des process qui sont bien rodés, et je vais revenir là-dessus, comment on fait ça, et aussi une efficacité qui est supérieure à ce qu'on attend dans le commerce traditionnel. Pourquoi pas? Parce qu'on est plus feignant ou on n'a pas le bon souci de qualité dans le commerce traditionnel. C'est que le commerce traditionnel a un filtre de plus avant le client, c'est le magasin. Donc le magasin joue ce tampon. Les gens qui travaillent dans ces magasins ont cette capacité justement de jouer le tampon. C'est quand vous ne livrez pas forcément le produit dans le magasin, les clients effectivement vont peut-être potentiellement en souffrir, mais vont faire de la substitution et vont pas forcément repartir les mains vides. Quand vous ne livrez pas le colis qui a été commandé, définitivement le client est insatisfait parce qu'il a payé en plus, donc ça va créer une insatisfaction. Donc ce genre de choses en fait, c'est ce à quoi vous vous confrontez quand vous êtes dans la logistique du e-commerce. Et enfin, le prix, évidemment, et avec, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, une forte influence des coûts de supply chain en général, que ce soit d'approvisionnement, d'entreposage ou de transport. Et donc, effectivement, des prix qui, on le dit souvent, que sur le e-commerce ou sur Internet, on trouve des meilleurs prix qu'on va trouver dans les magasins. Ça ne se vérifie pas à 100%,
mais c'est vrai que c'est généralement ce qu'il y a. Ça a été longtemps le cas et ça le reste quand même, on va dire de manière générale, même si des fois on peut trouver des exceptions à cette règle où on arrive à trouver un produit localement pour une promotion qui va être moins cher que ce qu'on aurait pu trouver sur le web. Mais l'importance là, c'est le fait d'avoir essayé de tirer ces prix logistiques au plus bas pour influencer directement les prix. Et là, je vais prendre juste, en fait, pour vous donner très rapidement les technologies. Enfin, d'une part, la manière dont on manage les opérations qui est un peu particulière, peut-être en e-commerce. Et là, je laisserai Adrien rebondir parce que je suis sûr qu'il est exposé à ça définitivement. Mais beaucoup d'analytiques dans le e-commerce parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, on gère énormément de références. Donc, je ne vais pas tout détailler. On focus beaucoup sur les métriques, les KPI, quel que soit comment vous l'appelez, mais en tout cas les tableaux de bord et les différents outils que vous utilisez pour valider la qualité, le coût, la rapidité de votre supply chain. Beaucoup de standardisation et d'automatisation, et c'est là-dessus que je finirai ma partie, sur une partie automatisation et nouvelles technologies. Bien sûr, on a introduit ce qui était, en tout cas chez Amazon, ce qui était des pratiques de l'automobile, le Lean Thinking, par exemple, 5S, qui vient de Toyota. On a introduit ces méthodes très industrielles de faire de la logistique. Et on n'a pas fait de la logistique comme on avait l'habitude de le faire il y a 20 ou 30 ans. Dans le monde de la logistique, on a commencé à faire de la logistique industrielle avec un haut niveau de performance, un haut niveau qualitatif mesuré, du continuous improvement, de l'amélioration continue, etc. Et aussi beaucoup de partage et d'essayer de benchmarker, en fait, de regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et le dernier élément, il y a une partie qui reprend le Lean Thinking, mais qui est le Kaizen, qui est l'approche très japonaise de la structuration de votre amélioration continue, pour toujours essayer de tirer vos coûts et beaucoup vers le bas, votre qualité vers le haut, mais aussi une forte innovation. Comme je le disais tout à l'heure, les systèmes ont toujours été une des clés d'une logistique fiable chez Amazon, en développant des systèmes qui étaient adaptés à ce dont on avait besoin. Et la chance qu'Amazon avait, c'est qu'ils avaient les systèmes sous la main et qu'ils arrivaient à les adapter directement. On arrivait à adapter à chaque fois qu'on avait des nouveaux produits, des nouvelles contraintes logistiques qui arrivaient et qui devaient être réglées. Donc en fait, c'est cette manière-là que sont gérées les opérations en logistique. Il y a un micro vert. Ouais, d'accord. Je crois que quelqu'un voulait parler. Je vous parlais, j'ai bientôt fini. Je vais vous parler maintenant des choses que vous avez peut-être déjà vues, mais c'est des choses clés maintenant qui vous ouvrent sur ce qu'est la logistique maintenant. C'est toutes ces nouvelles technologies, en fait. Alors, j'ai mis en e-commerce logistique, ce n'est pas que en e-commerce, mais qui sont les nouvelles technologies qui sont utilisées pour gérer toutes ces contraintes dont je vous ai parlé avant. Il y a vraiment, quelque chose d'ouvert. Oui, il y a un micro ouvert. Je ne sais pas, je n'arrive pas à voir qui. Faites attention à votre micro. C'est Tony, je crois. Et l'iPad de Françoise, je crois. Bon, je continue, je vais essayer de masquer la conversation. D'accord. Donc, les nouvelles technologies, on parle de quoi? On parle de cloud, évidemment, alors de SaaS, par exemple. C'est-à-dire que à mon époque, quand moi j'étais en Gold, on avait des AS400 et même des IBM 36 qu'il fallait démarrer le matin à la manivelle pour faire notre job. Je suis sûr que certains d'entre vous ici, pas étudiants mais autres, se rappellent de ça. Maintenant, de plus en plus, on passe dans des capacités évidemment bien plus illimitées ou en tout cas bien plus ouvertes et avec des rapidités bien plus grandes. Mais le cloud est une de ces nouvelles technologies. L'intelligence artificielle qui est récente, en fait, vous allez avoir la chance plus que nous, en tout cas plus que moi, de l'utiliser, parce que c'est vraiment une des dernières qui arrive, c'est l'utilisation liée au cloud de cette masse importante de puissance de computation qui est maintenant disponible et qui permet justement d'aller encore plus loin pour gérer la complexité, de faire notamment du network modeling très rapidement, de pouvoir essayer des scénarios. Et vous allez voir en logistique, ça sert énormément et ça se généralise en l'occurrence. Je l'ai dit, le computing capacity bien évidemment, et les deux éléments qui sont clés pour moi qui sont le machine learning et le deep learning. Alors on va les mettre dans le même panier, mais c'est globalement la capacité qu'ont les machines à apprendre elles-mêmes
et à commencer à régler des problèmes, ou en tout cas à identifier des choses sans que forcément il y ait des humains qui aient besoin de lui dire quoi faire. En fait, donc on est passé, c'est ce que je dis toujours, d'un monde où algorithmique, où l'humain devait dire à la machine ce qu'il fallait faire en écrivant un bel algorithme et un programme, à la machine écrit elle-même et développe son propre algorithme et son propre programme au fur et à mesure, en ayant évidemment, et c'est pour ça qu'on l'appelle machine learning, a été éduqué, et commence à faire des choses qu'on ne lui a pas apprises, juste en regardant et en comprenant ce qu'on lui a demandé de faire, en fait, et en interprétant la data. Évidemment, le cloud est lié à la big data et à manipuler beaucoup de data. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce sont des clés de l'e-commerce. Et c'est ce qu'ouvre aussi beaucoup l'e-commerce pour la plupart. L'IoT, Internet of Things, évidemment, qui ouvre des opportunités énormes pour suivre la flexibilité. Ce sont tous ces petits... alors, ça peut être des senseurs, ça peut être des scanners, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être des containers, etc., qui permettent d'être auto-identifiés, qui sont connectés à Internet automatiquement et qui peuvent envoyer de l'information et aident énormément, par exemple, dans la traçabilité. La blockchain, je pense qu'on vous en a parlé à un moment, je ne reviendrai pas là-dessus, mais c'est aussi quelque chose qui va aider énormément, en fait, dans la traçabilité, et notamment le lien, si vous vous rappelez vos premiers cours de logistique, ce lien fondamental des 3 types de flux qu'on a en logistique, c'est-à-dire lier le flux physique du produit et service, informationnel et monétaire. Et la blockchain, en fait, c'est un bel outil, alors qui doit encore être développé, mais qui, dans des secteurs, est très bon pour justement pallier à cette déconnexion qui pouvait être faite entre un flux physique et un flux d'information, ou un flux monétaire particulièrement. Et évidemment, les deux derniers, je les mets dans le même paquet, c'est toutes ces opportunités de reconnaissance vidéo, image, voix, et les capacités même de parler. On parle, alors vous avez peut-être la chance de parler chez vous à Google Home, Alexa, Siri, mais ces choses-là servent aussi dans le monde professionnel, d'une part, mais ces choses-là aident aussi notre métier, notamment quand on parle de customer service, par exemple, quand on parle d'e-bot, des choses qui répondent à des requêtes de customer service, etc., qui donnent de la traçabilité à un client pour un produit, et qui se gèrent automatiquement. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est obligé de taper sur un clavier pour donner la réponse. Donc, pour prendre quelques exemples très très concrets de ce genre d'application, et je suis sûr qu'Adrien en connaîtra un, voilà ce qui se passe maintenant dans les entrepôts du e-commerce en général. C'est-à-dire qu'on commence à utiliser des technologies, des robots, qui utilisent certaines ou toutes les technologies dont je vous ai parlé, donc des systèmes de stockage fermés, par exemple, qui amènent le produit et qui les emmènent, comme on voit en haut, des systèmes maintenant de robots qui se déplacent dans des racks traditionnels, par exemple, et je pense que celui-là est même celui chez Cdiscount, originellement, l'Exotech, des bras automatisés qui commencent à prendre des produits eux-mêmes et à les emballer, qui enlèvent la partie où c'est ce que vous trouvez en bas, la partie, c'est Amazon Robotics, j'aurais pu la citer aussi, mais qui sont les étagères qui bougent grâce au robot et qui amènent le produit, qu'on appelle des good man, on amène le produit aux personnes au lieu d'aller envoyer les gens chercher dans l'entrepôt. Tous ces systèmes, enfin les 3 systèmes de stockage, qu'on appelle basiquement ASRS, qui sont des systèmes de stockage et de retrieve, c'est récupération en fait automatique des produits. Donc ça, c'est une application concrète qu'on trouve énormément en e-commerce et que vous aurez à implémenter, que vous allez avoir à gérer potentiellement quand vous arriverez, parce que ces systèmes se mettent en place de plus en plus. Maintenant, il y a évidemment une partie, je ne peux pas passer outre, la partie transfert aussi qui commence à évoluer. Alors là, on est peut-être un petit peu plus... je ne vais pas parler de science-fiction, mais on est peut-être un peu plus en avant. Autant vous trouverez ces systèmes automatiques de plus en plus, et ils se généralisent, autant ces méthodes de livraison sont peut-être encore un petit peu à leur démarrage. Je ne veux pas m'étendre sur les drones, et j'ai fait intentionnellement une vidéo où il n'y a pas que les drones d'Amazon. DHL fait des drones, UPS fait des drones, ça généralise. Il y a les robots qui vont dans les rues, qui roulent aussi, qui commencent à se développer pour aider à cette livraison du dernier kilomètre, la rendre plus green,
meilleur environnement et surtout un petit peu moins consommatrice de labor ou de main-d'œuvre. Et en bas, vous trouvez des versions diverses. Vous trouvez le Tesla Truck, mais de camions, alors soit électriques déjà, enfin tous sont électriques, pardon, mais autonomes pour certains. Qui permettent d'enlever une contrainte de main-d'œuvre en fait sur ces outils. Et encore une fois, un aspect environnemental important qui évidemment vient de plus en plus. Alors là, c'est au-delà du e-commerce, mais dont le e-commerce a ce souci bien évidemment. Et enfin, mon dernier slide, c'était un peu ce qu'on voit. Et il y a tout ce qu'on ne voit pas et qui utilise les différentes technologies dont j'ai parlé. Donc, tout ce qu'est inventory management et tous les systèmes de replenishment automatique. Là, on commence à utiliser de plus en plus d'intelligence artificielle et de machine learning pour passer des commandes, tout simplement, évaluer des niveaux de stock, passer automatiquement des commandes. La traçabilité, j'en ai parlé, l'IoT, le blockchain, les simulations qui sont importantes. Là, c'est du route planning, mais ça va des simulations entières de réseaux de distribution qui peuvent être faits. L'identification et la classification de produits pour gérer des catalogues et les contraintes, des rappels de produits. On utilise de plus en plus d'intelligence artificielle dans ce domaine. Et j'en parlais tout à l'heure, de la gestion de contact avec le client qui commence à s'automatiser pour être plus rapide d'une part et plus fiable d'autre part, sans pour autant déshumaniser entièrement ces contacts, mais pour traiter un premier niveau qui satisfera le client. Voilà, je crois que j'ai essayé d'être le plus large possible sur la partie e-commerce et sur ma vision, en tout cas, du e-commerce et comment je l'ai vécu. Je vous laisse alors soit réagir d'ores et déjà, soit on peut passer à Adrien pour continuer en fait à développer la vision. Moi, ce que je vous propose, c'est que j'ai deux questions là qui viennent de m'arriver, donc je vais les transmettre. Hein. C'était une question par rapport au taux de remplissage fait, des véhicules. Et du coup, effectivement, mais la préoccupation aussi, c'est les aspects environnementaux. Donc, effectivement, on peut se dire on transporte beaucoup de vide. Si on regarde la livraison rapide, il y a des véhicules qui se déplacent avec peu de marchandises. En termes de remplissage, c'est plutôt faible. Et du coup, il y a ces frais, ces aspects environnementaux. Donc, c'était la question qui était posée. Est-ce que la livraison rapide amène-t-elle des taux de remplissage qui diminuent et une émission de CO2 qui augmente? Alors, en fait, il faut le découper dans tous les aspects de remplissage et de CO2. Dans le sens où, oui, on peut dire que la livraison rapide, notamment la 1 à 2 heures, alors 24 heures, non. Mais si on parle d'une livraison à 2 heures, oui, évidemment, parce qu'on va se retrouver avec des routes beaucoup plus courtes, voire du point-to-point, c'est-à-dire vraiment de l'entrepôt au client et de retour. Par contre, il faut aussi se mettre dans une perspective où le produit a été amené beaucoup plus près du client. C'est-à-dire qu'en fait, on a déplacé, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une livraison le lendemain d'un entrepôt, alors central ou 2 entrepôts centraux, 3, ça dépend de la taille évidemment du e-commerçant, où le colis va partir du nord de la France pour aller à Marseille, il va mettre 24 heures, mais il va quand même avoir un impact environnemental non faible, et notamment pour faire de 24 heures. Là, vous allez avoir sur une livraison d'une heure, le produit, il était peut-être entre 15, 20, 40 km de chez vous. Donc déjà, vous avez réduit énormément cette distance plus vite, on va dire, sachant qu'évidemment, l'approvisionnement sur ce point, sur cette plateforme ou cet entrepôt, parce que pour le coup, sur 1 à 2 heures, c'est un vrai entrepôt, ce n'est pas simplement une plateforme de distribution. L'approvisionnement, elle, sera fait de manière optimisée, en remplissant le plus possible les camions, et sans un élément qui, j'en suis sûr, était dans l'idée de la personne qui avait la question, qui est l'emballage, qui est gênant. Cet emballage qui est un peu vide, on vient nous mettre du papier dedans, des bulles en plastique pour le pire, etc. Et qui est aussi consommateur alors de CO2 et environnementalement pas bon. On transporte plus près sans ces éléments-là. Et évidemment, ces éléments-là, néanmoins, sont travaillés de 2 aspects. C'est-à-dire que beaucoup cherchent à réduire l'emballage, alors éliminer l'emballage, c'est final, je parle de suremballage, je ne parle pas de l'emballage du produit, suremballage, le carton dans lequel vous
vous récupérez. Donc, il y a beaucoup de techniques. Alors, il y a des enveloppes qui sont beaucoup plus fines, qui viennent plus sur le produit. Il y a des étiquettes qui sont mises sur vos emballages directs du produit. Et même avec certains qui essaient carrément d'enlever définitivement l'emballage sur plusieurs produits avec des choses qui sont récupérées. Et il y a évidemment un impact fort aussi, c'est que ces livraisons, de plus en plus, sont avec des véhicules qui ont un impact faible. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup plus de véhicules électriques dans cette partie-là, justement, parce que la chance que l'on a à l'inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez faire un Marseille-Lille en véhicule électrique, c'est compliqué. En semi, c'est compliqué. Et vous ne le ferez pas, d'ailleurs, d'un seul. Alors que si vous voulez, dans votre région ou dans votre ville, faire des tournées électriques, c'est beaucoup plus simple. L'un des aspects sur des véhicules plus petits, avec moins de colis dans le véhicule, c'est vrai, c'est qu'on peut l'utiliser l'électrique. Alors, la technologie s'améliore, alors qu'on ne peut pas sur des distances plus longues. Encore une fois, même si là, Tesla Truck commence à essayer de mettre de la nouvelle technologie. Donc, en fait, la compensation d'une distribution plus spécifique est faite de ce côté-là. Il y a aussi un point sur lequel qui est souvent éludé, notamment quand on n'est pas en livraison urbaine ou en tout cas en milieu ultra urbain, c'est on oublie souvent qu'on va prendre sa propre voiture pour aller chercher ses courses à Carrefour. Et on oublie souvent l'impact CO2 de sa propre voiture individuelle à l'acheteur. Là, il n'y a pas d'optimisation, c'est-à-dire je prends ma voiture, je fais 2-3 km, je vais la mettre chez Carrefour et je reviens avec ma voiture. Et souvent, on compare les éléments d'amener le produit, sauf que là, le produit est amené chez vous sans que vous ayez fait un effort. Donc, en fait, quand on regarde cette chaîne, pendant longtemps, même si aujourd'hui, il y a encore les questionnements, le e-commerce avait quand même une vocation à être vu comme quelque chose de moins gourmand en termes de CO2. Maintenant, je ne vais pas me faire celui qui défend parce que je suis le premier à râler des colis qui sont vides, qui sont livrés parce qu'on met 3 bricoles dans un colis et ça me met hors de moi. Ça me mettait hors de moi quand j'étais chez Amazon et j'avais la main dessus. Donc, vous imaginez, et ça me met toujours hors de moi parce que là, évidemment, on peut vraiment se poser les questions d'optimisation dans ce sens-là. Ok, merci pour effectivement de toute cette présentation et puis de cette argumentation. Alors, j'ai 2 autres questions. Ça concerne cette fois, alors peut-être Jocelyn, si j'ai pas bien compris ta question par rapport que pensez-vous des dirigeables pour drones, c'est-à-dire? Oui, je voulais savoir par rapport au nouveau dirigeable que Amazon a sorti. C'est en fait une ruche, c'est une sorte de ruche pour drone. Et ça serait peut-être. Je voulais savoir l'avis de Philippe là-dessus, s'il pensait que ça serait le futur ou pas. Mais non, mais alors ouais, c'est oui et non, dans le sens où, vous savez, quand les premiers drones sont sortis, la première fois qu'Amazon a annoncé les drones, alors je vais même remonter en arrière, peut-être 18 mois avant que Jeff Bezos montre les drones Amazon, j'ai une copine à moi qui m'envoie une vidéo d'Australie, de livraison de livres qui était faite à Sydney de mémoire par drone. Moi, j'étais patron du transport en Europe chez Amazon, donc évidemment, c'est des questions qui me touchaient. Et cette copine qui n'est pas du tout dans la logistique me dit « Oh, regarde, c'est quand vous allez faire des drones. » Et honnêtement, ça m'a fait rire à cette époque-là. Et 18 mois plus tard, le grand boss d'Amazon annonce qu'on va faire des drones. C'était en 2012 ou 2013 de mémoire. On est en 2021. Les livraisons par drone sont très, très, très confidentielles dans le sens où il n'y en a pas beaucoup, pas dans le sens où on les cache. Par contre, c'est vrai que ça évolue. Je pense que ça va mettre du temps. Dites-vous une chose en logistique, c'est un peu c'est aussi quelque chose que j'ai appris, c'est que ça n'existe pas le one size fit all. C'est de l'anglais encore une fois, désolé, mais bon, après 18 mois de golf, vous devez être complètement à l'aise en anglais. Mais une solution qui va à Toulouse, ça n'existe pas. Donc en fait, ce qu'on va voir, et y compris cette ruche, et que je suis impatient de voir parce que je crois pour le coup que celles-ci n'ont pas été mises en opérationnel encore une fois, c'est que je pense que le drone est une solution de livraison. Personnellement, je ne pense pas que ça soit une solution de livraison dans les centres urbains et les mégalopoles, parce que ça va vite devenir un bins et ingérable, et en plus avec des immeubles, ça perd énormément de son attractivité. Par contre, comme il est utilisé aujourd'hui d'ailleurs, et pas que par Amazon, pour des endroits reculés, des endroits logistiquement difficiles à atteindre, par exemple dans les pays nordiques, ils utilisent pas mal de drones. Quand vous avez un fjord à traverser pour aller faire une livraison, je peux vous dire que le drone a tout son intérêt, parce que quand vous devez faire toute la route
pour contourner le fjord, alors que vous êtes à 4 km à vol d'oiseau, et ben, ça a du sens de faire livraison par drone. La montagne, les pays à faible infrastructure, on parle des pays africains. Je sais que par exemple, historiquement et de plus en plus, on utilise des drones pour les vaccins, les acheminer dans des endroits lointains, en Afrique, etc. Donc en fait, je pense réellement que le drone a une vraie application. Ce dirigeable avec ces drones qui s'envolent, qui n'arrêtent pas la ruche, honnêtement, moi, je vais dire honnêtement, je suis encore un peu sceptique. Et je suis impatient de le voir parce que là, pour le coup, ça ne sera pas pour un lieu reculé. Ça doit être parce que cette ruche sera, en fait, ce dirigeable sera plein d'inventaire, en l'occurrence. Hein, et là, il y aura un mouvement incessant de drones. Je ne sais pas aujourd'hui s'il y aura, l'autorisation pour des questions de sécurité, la praticité de la livraison, encore une fois, quand vous vous retrouvez à New York, à Paris, allez livrer une adresse avec un drone à Paris Centre. Et New York et la majeure partie des grandes villes de ce monde où là, il y a énormément de livraisons pour le coup. Donc, vous voyez, il y a en fait cette adéquation. Donc, tous les éléments que j'ai présentés, en fait, je vais dire, j'y crois à tous, mais je peux vous dire qu'il n'y en a pas un qui dominera. Je pense qu'on va se retrouver à une évolution, il y a des choses qui disparaîtront. Hein. Livré avec son petit C15 diesel, je pense que ça, on va oublier. Et paix au C15 et à Citroën, je ne leur veux pas de mal du tout, hein, mais c'est ce qui m'est venu en premier. Là, on va l'oublier. Par contre, l'utilisation de véhicules électriques, oui, va se développer de plus en plus parce que le niveau de batterie, la performance de ce véhicule, et parce qu'on n'a pas trop le choix non plus. C'est que dans les villes, on ne peut pas supporter un nombre important de véhicules polluants, on va dire. Donc, en fait, vous allez avoir une agrégation. Donc, moi, un conseil à vous donner, c'est ne riez d'aucune solution, parce qu'il y en a qui pourraient vous faire rire initialement, qui peuvent devenir des bonnes, mais ne mettez pas non plus, ne partez pas à vous dire que ça va être la solution et mettons tous nos œufs dans le même panier. Vous découvrirez que le paysage logistique, en fait, est si varié. C'est quand vous allez dans le détail entre les zones urbaines, les zones rurales, et tout l'intermédiaire entre les deux, pour le coup, et les zones super rurales, voire désertiques, ou en tout cas très peu peuplées, vous avez des moyens logistiques différents. Donc la ruche, personnellement, j'aimerais bien la voir fonctionner une fois. Je pense que le concept est joli. Je me demande où il va être applicable, en fait. D'accord. Merci. Alors, merci. Dans ce qui a été évoqué, donc effectivement, il y avait une question aussi qui concernait donc l'utilisation des drones par rapport, effectivement, j'allais dire la législation, puisque normalement un drone, il y a aussi des plans de vol dans certains endroits. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, il faut faire attention. C'était évoqué tout ce qui était sécurité, et puis vie privée aussi, parce qu'un drone, on pourrait imaginer qu'un drone survole une zone plutôt privée. Donc voilà, c'était la question de Tom. Je ne sais pas si Tom, ça répond à ta question. Je pense que oui, moi. Oui, c'est exactement sur ça. Ouais, c'est sur ça. Mais ça évolue, il faut savoir que ça évolue, mais c'est encore un très long chemin. Ça va faire 8 ou 9 ans qu'on parle de drone. Et je ne pense pas que vous ayez une livraison par drone, aucun d'entre vous, et moi non plus d'ailleurs. Donc, ça prend du temps, mais il faut quand même reconnaître que les législations évoluent. Aux US, ils ont eu l'autorisation de faire voler des drones commerciaux, et pas que Amazon, encore une fois. En Angleterre, ça a été le cas aussi. Je pense que ça évolue doucement, mais il restera, et vous avez raison, des barrières qui seront infranchissables. Je crois qu'il restera des barrières où, malheureusement, et peut-être heureusement d'ailleurs, on ne pourra pas autoriser tout et n'importe quoi dans ce domaine, même ne serait-ce que l'un des aspects environnementaux qu'on oublie des fois, c'est l'aspect nuisible sonore, pour le coup, qui fait partie des nuisibles, des problèmes environnementaux, en l'occurrence. Alors, aussi, dans les solutions, je prends une question de Samuel. Est-ce que la livraison par vélo, telle que DHL a pu le faire aux Pays-Bas, peut être intéressant environnementalement et économiquement à l'avenir? Oui, Amazon le fait depuis 2006 en Chine, à Pékin. On a 2000 livreurs qui livrent tous les jours à vélo en Chine. Donc, absolument oui. Maintenant, il faut une très grande densité, évidemment, pour ça. Mais oui, la livraison à vélo a sa logique encore une fois, dans un endroit. N'essayez pas de faire de la livraison à vélo partout. Vous avez intérêt à avoir des Pinot et consorts et Barguil dans vos équipes. Mais pour de l'ultra-centre, absolument, ça a du sens. D'ailleurs, une partie
Je ne sais pas si on fait sur la Prime Now. Je sais qu'il y a des livraisons en petites motos électriques, etc. Je ne sais pas si on fait le vélo. Mais à New York, et je l'ai fait personnellement, quand on a démarré le premier site Prime Now, donc la livraison à 2 heures était à Manhattan, on faisait la livraison à pied, littéralement. C'est-à-dire qu'on avait livré, les sites sont tellement proches, parce que le centre de distribution était au cœur de Manhattan, au croisement de la 5e avenue, juste en face de l'Empire State Building. Et les gens partaient à pied livrer dans le quartier parce que la zone était relativement faible en fait à couvrir. C'était 3-4 km autour du point d'entrepôt, on va dire, de l'entrepôt. Donc en fait, ce n'est absolument pas, et notamment maintenant avec l'apparition des vélos électriques, je pense que c'est tout à fait envisageable de faire de la livraison vélo. Ok, moi je voudrais poser, alors c'est plus une question par rapport à la formation Goal, là c'est une question, j'allais dire personnelle. On aborde les technologies machine learning, deep learning, etc. Et est-ce que, alors c'est un sujet sur lequel on travaille par ailleurs, donc il ne s'agit pas trop de s'attarder sur cette question, mais c'est une question importante, c'est est-ce que dans la formation Goal, cette initiation paraît judicieuse. Initiation à ça, sachant que bon, c'est un métier un peu comme il ne s'agit pas de se transformer en informaticien ou voilà. Moi, alors c'est assez marrant parce que moi, l'une des choses en promotion 5, quand on me demandait, oui, Goal, pourquoi c'est différent, pourquoi c'est bien, etc. Ce que j'ai toujours mis, et puis je crois que je le mets encore dans les enquêtes, c'est que l'un des aspects qui était clé à l'époque et qui était différenciant dans la formation Goal, et je pense qu'il l'est encore et il faut le garder, c'était le haut niveau justement d'informatique de l'époque. Encore une fois, on ne parlait pas de machine learning, etc. Mais on faisait des queries SQL, on faisait à l'époque avec notre cher ami Joss, des databases sur Access, etc. Et qui était très formateur. Alors, c'était de l'informatique un peu quand même, beaucoup, mais on était des logisticiens, mais c'était hyper formateur dans l'état d'esprit d'une part, et deuxièmement, c'est des outils dont on se resservait facilement, et on arrivait sur le marché du travail, on avait une certaine plus-value de savoir manier ces outils-là. Donc, évidemment, l'éveil à ce genre de technologie est nécessaire. Moi, j'ai dû, par exemple, évidemment, je ne l'ai pas eu en Goal, j'ai dû relire des livres pour m'intéresser un peu à deep learning, savoir ce que c'était, au machine learning, parce qu'on a commencé à l'utiliser chez Amazon. Alors, les informaticiens ne voulaient pas rester en reste et ne pas savoir quelle utilisation on pourrait en faire. Donc, aller commencer à faire de la programmation deep learning, moi je dirais non, parce que c'est un métier à part entière, c'est des informaticiens qui le font. Par contre, expliquer un premier niveau d'éducation sur ce que c'est, quelle est son utilisation, qu'est-ce que ça nécessite, etc., pourrait être effectivement un plus, parce qu'on a toujours été considéré, enfin, je pense à travers le temps, mais je reviens donc il y a 30 ans maintenant, enfin 25 ans, on a été considéré chez Goal comme des techniciens ayant une bonne connaissance informatique, qui a toujours été un point assez important de la formation et qui doit encore l'être sans aucun doute. Ok, donc c'était justement, oui, c'était dans cet esprit-là, c'est-à-dire en fait, il ne s'agit pas de changer de métier en cours de route, il ne s'agit pas de faire du web, du développement pur et dur, mais c'est l'initiation, parce qu'effectivement, moi je dis ça parce que je ne suis pas le seul, mais j'enseigne l'informatique, et effectivement c'est derrière la compréhension de ce qui se fait. Par exemple, comprendre ce qu'est un site web, c'est pas en faire un, c'est comprendre ce qu'il y a derrière, c'est piger les manipulations de données, parce que forcément, quand on est sur du web, en fait, toutes ces big data, en fait, qu'il faut exploiter, comprendre comment c'est exploité, c'est surtout ça, en fait, l'idée, quoi. C'est clair. Non, mais et puis très honnêtement, pour tout le monde, et là, Hervé, faut m'excuser, mais c'est beaucoup moins marrant de faire de la big data que de la logistique. Oui, bien sûr, bien sûr. Les mecs, si vous avez signé, il fallait faire autre chose. Là, vous avez signé pour le job le plus cool. Les jobs un peu ennuyeux où on sort pas la tête de l'eau. Ouais, ok, mais. Ouais, ok. Je ne sais pas si les étudiants ont d'autres questions. N'hésitez pas. Je propose qu'on laisse un peu de place à Adrien, d'une part, parce qu'il y a peut-être d'autres choses. Et puis de toute façon, je suis encore là. Et puis on peut à la fin faire une session globale tous ensemble. Ça marche. Et ben moi, ça, voilà. Et ben écoute, voilà, on va. Adrien, je vous laisse la parole. Voilà. Alors, c'était pas prévu, mais
J'ai quelques points du coup. Je vais rebondir un peu sur des éléments qu'a donné Philippe. Parce que ça m'inspire quand même quelques différences à mettre en évidence en fonction des produits traités, notamment en logistique. Et je vais commencer surtout par revenir sur un point qui est l'aspect très centré sur le client de la logistique e-commerce. Alors effectivement, c'est une clé du succès. C'est la clé du succès de tous les sites, en tout cas, qui ont su écraser progressivement la concurrence. Et puis, on voit de nouveau la concurrence qui émerge sous d'autres formes. Enfin bon, c'est vraiment la loi du plus fort. Ce côté très centré sur le client est lié à déjà une très très forte concurrence. Et puis lié au fait qu'on a une mesure et une expression de la satisfaction client par le biais de l'e-commerce qu'on n'avait pas connu auparavant. Auparavant, on allait dans un magasin, on faisait ses courses. Bon, si on n'était pas content, on disait à son voisin qu'on n'était pas content, on avait patienté trop longtemps à la caisse. Là, on n'est pas content d'un site, et ben on y va, on met son petit poste, son machin. Donc, le e-commerçant, il n'a pas de choix. Il doit être bon. Donc, derrière, en logistique, on doit suivre et on doit être bon. Et quand j'ai commencé à travailler dans un entrepôt logistique dédié à l'e-commerce chez Pixmania, moi, le premier message que m'a passé le directeur opérationnel, c'est en e-commerce, un client satisfait n'est jamais un client gagné pour toujours, mais un client insatisfait est un client perdu. Voilà. Donc en gros, il faut faire, on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Donc il faut frapper fort rapidement et puis surtout essayer de s'aligner sur la concurrence. Alors ça veut dire typiquement chez Cdiscount, ça va être essayer de s'aligner sur des Amazon qui vont lancer des offres donc on va dire sur un aspect purement prix, mais qui vont aussi proposer des délais de livraison défiant toute concurrence. Donc derrière, vite, il faut se retourner. Je vais vous donner une anecdote. Alors sur l'aspect commerce, l'année dernière, 2019, une semaine avant le Black Friday, il y a un dirigeant de Cdiscount qui, en rentrant chez lui, entend à la radio un spot Amazon sur la Black Friday Week. Donc là, le gars, il rentre chez lui, il se dit merde. Nous, on avait prévu de démarrer fort vendredi normal, quoi, on respecte les règles, Black Friday, quoi. Et là, il entend Black Friday Week. Et donc, ça commence dès le lundi. OK, qu'est-ce qu'on fait? Une heure après, j'avais un coup de téléphone et j'ai entendu le spot publicitaire le lendemain à la radio. Cdiscount lançait la Very Black Week. Voilà. Et donc, on s'est aligné. C'est-à-dire que le vendredi, on pensait avoir des volumes relativement tranquilles le lundi qui allait suivre, puisqu'on était une semaine avant le Black Friday. Cdiscount a lancé ses spots et dès le lundi, on s'est retrouvé dans la Very Black Week et ça a démarré. Voilà, donc il faut nécessairement une forte réactivité derrière pour satisfaire les clients. Et puis, alors, je voulais revenir aussi sur 3 points clés, on va dire, qui caractérisent peut-être la logistique e-commerce, même si ça caractérise la logistique dans son ensemble, mais à plus forte raison l'e-commerce, sur l'aspect analytique, automatisation, innovation. L'analytique, c'est pareil. Globalement, moi, j'ai commencé à bosser pour l'e-commerce. On m'a dit, ce qui n'est pas mesuré n'est pas maîtrisé. Ça, on ne me l'avait jamais dit avant. Alors, je le ressentais avant. Ouais, c'est bien, on mesure de la productivité, on mesure des choses. OK, sauf que là, c'est vraiment un leitmotiv. C'est ce qui n'est pas mesuré n'est pas maîtrisé. Donc, tu mesures tout ce que tu fais. En termes d'automatisation et d'innovation, là, on va retomber sur justement la distinction que je voulais apporter en fonction de la typologie des produits traités. C'est que forcément, comme Philippe l'a expliqué, un e-commerçant, il va connaître une croissance à 2 chiffres. Donc, il a une capacité d'investissement et de recherche et développement que les prestataires ne vont pas pouvoir avoir. Ce qui signifie que sur tous des produits facilement automatisables, mécanisables, les gros e-commerçants, donc Amazon, Cdiscount, vont être en forte capacité d'assurer eux-mêmes leur logistique, d'exploiter leurs entrepôts, de les équiper, puisque toute la technologie et tout le savoir-faire leur appartient. Là où, d'un côté prestation logistique, on va être alors déjà contraint par des contrats à durée de vie limitée. On est surtout souvent sur des contrats on va dire 3 ans en moyenne. Donc, difficile d'investir grassement
ou alors on demande aux clients d'investir et puis on ne fait qu'occuper les lieux. Mais si c'est le client qui investit, on ne fait qu'occuper les lieux et mettre la main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'on n'est pas détenteur de la technologie. Donc, quel est l'intérêt derrière pour un Cdiscount ou un Amazon de payer la marge du prestataire alors que finalement, il a toute la technique et tout le savoir-faire. Donc, ce qui m'amène à cette distinction entre et ça, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en tout cas, chez Cdiscount, il y a vraiment un découpage des gammes en 3 catégories qui sont des catégories de poids-volume. Donc, on a des entrepôts qui sont dédiés aux 0,15 kg, donc entre guillemets les petits produits. On a des entrepôts qui sont sur du 15-30 kg. Alors, on va trouver typiquement du micro-ondes, de l'imprimante, des choses qui sont fortement… Alors, les imprimantes, c'est fortement sorti pendant le confinement. Et puis, on va avoir des entrepôts plus de 30 kg. Je vous ferai par la suite un zoom justement sur les 2 entrepôts dont j'ai la charge et qui, eux, sont dédiés aux plus de 30 kg. Donc, ces différents poids et formats de produits font qu'on va être plus ou moins dans la capacité de mécaniser, d'automatiser, même s'il y a toujours des solutions à apporter, et même sur des gros produits, on peut toujours, je dirais, injecter un petit peu d'innovation, mais c'est beaucoup plus contraignant, évidemment. Alors, Cdiscount qui aujourd'hui, typiquement, a gardé la main sur ces entrepôts des petits produits. Il investit. Alors, il y a Exotech, il y a le Skypod, voilà. Donc, il y a des robots qui vont aller prélever directement les produits aux emplacements, etc. Évidemment, du convoyeur dans tous les sens. Évidemment, des étiqueteuses, des emballeuses, enfin, tout ça automatisé. Et puis, quelques gars en sortie de chaîne qui vont palettiser et puis charger. Bon, ça nécessite évidemment un coût de maintenance qu'il n'y a pas dans des entrepôts qui ne sont pas automatisés. En revanche, ça garantit une cadence régulière. Donc, on a une capacité de production finalement qui est assez facilement connue. On ne va pas avoir beaucoup de monde à rajouter, puisque de toute façon, c'est la machine qui tourne. Donc, il va juste falloir avoir des gens en entrée de machine et puis en sortie de machine pour injecter les produits et pour les sortir. Mais globalement, on connaît la capacité de production. À l'inverse, si on a un pic violent d'activité, une fois que la machine, de toute façon, on l'a fait tourner sur 24 heures, les journées ne sont pas extensibles et donc on va être forcément à un moment limité par les capacités de la machine. Voilà. Donc c'est soit pour faire face au pic d'activité. Alors maintenant, le pic d'activité, pour nous, c'est plus les soldes. Les soldes, c'est anecdotique maintenant. Le plus gros pic d'activité de l'année, le plus violent, c'est le Black Friday. Donc soit on surdimensionne les moyens techniques dans des entrepôts automatisés, mécanisés, pour faire face à ces pics d'activité et puis garantir des délais, les délais, garantir la promesse client. Soit on sait qu'on va souffrir et puis on écope un petit peu. C'est ce qui s'est passé dans un entrepôt, là, Cdiscount, sur les petits produits, où ils ont finalement rattrapé le retard sur de la durée. Voilà. Le problème, c'est que si on a la concurrence qui ne se prend pas aussi les pieds dans le tapis au même moment, d'un coup, il y a des commentaires négatifs sur un site et puis des commentaires positifs sur l'autre. Voilà. Sur les gros produits, moins d'investissement parce que moins de mécanisation et d'automatisation possible. On va avoir en revanche un coût d'accident de travail qui va être souvent plus élevé, puisque mal de dos, donc là on parle de produits plus de 30 kg, ça va être des canapés, ça va être des balançoires, des abris de jardin, des meubles en kit, voilà. Donc forcément, mal de dos, troubles musculo-squelettiques, etc. On a forcément donc plus de main-d'œuvre, mais la capacité du coup à s'adapter rapidement à une hausse d'activité. Alors quand je dis rapidement, ce n'est pas instantanément, puisque forcément, on a quand même des conducteurs de chariots, donc il faut que les gens aient le KCS, donc il faut avoir un maillage solide avec les agences d'intérim. Mais si on est suffisamment robuste et qu'on a suffisamment développé la polyvalence, on a toujours la capacité à faire glisser des gens d'un côté à l'autre, etc. On est moins contraint par un outil de travail. Ce qui peut nous contraindre, ça va être un équipement disponible, des chariots, mais encore une fois, tout ça, c'est de l'organisation. Et tout ça, si on est, je dirais, habitué à travailler en synergie avec des collègues d'un entrepôt à proximité, etc., on va transférer des chariots, on va transférer de la main-d'œuvre, voilà. Ce qui n'est pas possible avec des convoyeurs, évidemment.
Et puis, le dernier point qui distingue les deux types d'activités, c'est évidemment l'aspect social, parce que sur le volumineux, on a des gens, comme je l'ai dit, qui peuvent se faire mal et qui ont un travail vraiment pénible. Alors, pourquoi c'est une des deux raisons principales pour lesquelles Cdiscount sous-traite la partie logistique volumineuse. C'est qu'il n'y a pas de technique. Donc, en gros, ils n'ont pas spécialement d'investissement à porter, donc très peu d'intérêt. Mais par contre, il y a un risque social. Donc, très peu d'intérêt à garder ce risque social en interne. Voilà. Alors, c'est ce qui fait que d'ailleurs, nous, prestataires logistiques, on a une carte à jouer, toujours sur les commerces. C'est compliqué de batailler face à maintenant des entreprises qui sont plus que des entreprises de vente. Ce sont aussi des entreprises logistiques. Donc, c'est compliqué on n'a pas la même force de frappe en matière d'investissement, d'innovation. Par contre, on a un vrai maillage et on en a une vraie capacité en termes de management, en termes de synergie entre les différents sites, en termes de connaissance globale des activités. Et puis, derrière, la capacité à tenir un climat social serein. Voilà, bon, c'est le retour que je voulais faire par rapport à la super intervention de Philippe. Je vais vous parler un petit peu de ce qu'a été l'année 2020 pour nous maintenant. Donc sur les sites de Saint-Marc. Et je vais, pour ce faire, partager ma présentation. Alors, est-ce que vous la voyez? Non. Ça ne devrait pas tarder. Ça arrive. C'est bon pour vous? C'est bon. OK. Alors, sur les sites de Saint-Marc, Cdiscount, donc il y a deux sites à Saint-Marc. Dans le 77, on n'est pas très loin de Roissy. Alors, la date du contrat, c'est ni le début ni la fin, puisque là, on est pile dans la phase de renouvellement. Donc, en gros, c'est la fin d'un contrat, c'est le début d'un autre. On a deux bâtiments, un bâtiment de 72 000 m², un bâtiment de 40 000 m². Sur le bâtiment de 72 000 m², on traite toute la gamme produits maison, bricolage. Alors, gros bricolage, évidemment, tout ça en plus de 30 kg. On va avoir de la puériculture, mais de la grosse puériculture. On va avoir de la literie et puis de la télé, mais de la grosse télé. On va dire gamme image et son, donc il peut y avoir aussi des grosses enceintes, parfois des choses comme ça. Et sur le deuxième bâtiment de 40 000 m², on a le gros électroménager, donc une activité un peu spécifique avec l'intégralité. Là, pour le coup, on n'a pas de manutention, hein, tout est pris avec des chariots à pince, puisque tout l'électroménager est pincé. Au total, grosse distinction aussi avec les activités de petits produits. On avance très peu. C'est très peu, mais on est bien rempli. Voilà. En termes de points de livraison, nous, on livre des points retrait. Le volumineux, souvent, il passe par des points retrait. Et puis, il y a de la livraison chez les particuliers. Alors, on a eu une petite modification dans les comportements d'achat des clients, particulièrement au terme des 2 premières semaines du premier confinement. Donc, le confinement avait dû démarrer mi-mars, et on s'est retrouvé pendant 2 semaines avec une grosse chute de volume. Les gens sentait bien que les gens étaient réticents à acheter, et puis tout le monde se regardait un petit peu en chien de faïence. Et au début du mois d'avril, d'un coup, les gens se sont remis à acheter, mais acheter presque de manière frénétique. Alors, il faisait beau. Donc, nous, toute la partie gamme jardin, etc., c'est bien parti. Hein. On a senti que les gens, les balancelles, les balançoires, les abris de jardin, tout ça, ça sortait fort. Et puis surtout, ce qu'on a vu, c'est que les gens, ils n'avaient plus trop la capacité de se faire livrer en point retrait, puisqu'il y a beaucoup de points retrait qui étaient fermés. Même si, dans le groupe Cdiscount, il y a tous les magasins Casino, donc, qui, eux, restaient ouverts et qui pouvaient encore recevoir des colis. Mais les gens, par commodité, d'une part, donc,
parce qu'il y avait un point de retrait fermé, et d'autre part, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui télétravaillaient, ben, les gens se sont dit, on va passer par de la livraison à domicile. Donc, il y a eu, on va dire, 2 premières semaines un peu de stand-by. Et puis, à partir de début avril, ça a complètement explosé. Et du coup, nous, dans la semaine, on a des typologies de volumétrie qui ont complètement changé au sein des mêmes semaines. Habituellement, notre journée la plus forte, c'est le lundi. Donc, le lundi, on envoie toutes les commandes préparées, toutes les commandes qui ont été passées par les clients dans le week-end. Donc, forcément, on a, pour vous donner un ordre d'idée, une centaine de semis qui partent par jour de Saint-Marc. Là, d'un coup, le lundi, avec la fermeture des points retrait, est devenue une journée comme une autre. Et la journée qui a particulièrement explosé, c'est devenu le jeudi. Parce que le jeudi, on s'est retrouvé avec la préparation et l'expédition de tous les produits livrés le week-end. Donc, comme les gens ont favorisé la livraison à domicile, ils se sont dit, tant qu'à faire, de toute façon, je sais que je suis chez moi, le week-end, je ne peux pas bouger parce qu'il y a l'interdiction de bouger, moi, je vais me faire livrer le week-end. Et donc là, d'un coup, on a énormément de gens qui ont passé commande en livraison à domicile. Et donc, d'un lundi qui représentait 40% de notre volume hebdomadaire, on est passé à un jeudi qui représentait 45% de notre volume hebdomadaire. Donc, il a fallu s'adapter. La technologie WMS, c'est Gold. Voilà, des WMS, j'imagine que vous en connaissez, voilà, les réflexes, les Manhattan, les infologues, etc. Bon, nous, c'est Gold, avec des spécificités. En fait, Cdiscount a acheté une coquille un peu vide, hein, puis derrière, essayer de faire un maximum de développement lié à la spécificité de l'activité. En termes d'effectifs, on est sur à peu près 200 personnes en moyenne sur l'année, et on va monter à 230-240 personnes sur des pics d'activité. La gamme de produits, j'en ai parlé, et les horaires d'ouverture, on est ouvert à peu près tout le temps, si ce n'est entre le samedi soir et le dimanche soir. En capacité de stockage, alors voilà, sur Saint-Marin, donc sur la maison, on va parler plutôt en capacité d'emplacement palettier. Donc on a une capacité de 71 000 palettes à stocker. Et puis en électroménager, on va plutôt parler en nombre de pièces stockées, puisque là, il n'y a pas de palettier, donc il n'y a pas d'emplacement. On va directement poser les produits au sol, les gerber les uns sur les autres. Donc là, ça va être plutôt… et derrière, on va mesurer un peu notre ratio de pièces stockées au mètre carré. Voilà, avec un objectif pour donner une idée d'à peu près 2 pièces stockées au mètre carré. Alors évidemment, l'enjeu, ça va être de limiter les allées de circulation, etc., pour avoir un maximum de surface utile pour le stockage. Voilà, et puis les activités, évidemment, réception, gestion de stock, préparation de commandes, expédition, et une activité un peu particulière de gestion de retour, en sachant que les retours sont généralement donc transitent par les points retrait, puisqu'on est toujours on fait que les retours des produits volumineux. Et donc, on fait un traitement administratif des retours, et derrière, soit ça retourne en stock, soit vente soldeur. Donc, pour le compte de Cdiscount, on vend à nos soldeurs pour eux. Au niveau de l'année 2020, là, je vous ai mis la volumétrie de l'électroménager. Alors, c'est de la variation en pourcentage par rapport à l'année précédente. Donc, globalement, vous voyez qu'on a eu un début d'année jusqu'au mois de juin très morose. Un mois de juin qui a été anormalement bon, mais en fait, il était bon par rapport à l'année précédente. Mais le mois de juin, c'est un mois faible. Donc, ça ne s'est pas ressenti sur les ventes annuelles. Et puis derrière, on voit un gouffre. Alors, pourquoi il y a eu un gouffre ? La raison qui nous a été donnée par Cdiscount, c'est une rupture de composants. A priori, tous les fabricants d'électroménagers se retrouvent en difficulté. Donc, je pense que, mais je manque un peu de vision là-dessus, je pense que Cdiscount n'est pas le seul touché. On s'est retrouvé à peu près au mois d'avril l'année dernière avec énormément d'annulations de livraison. Donc, nous, on a des rendez-vous qui sont pris par les cellules APRO. Énormément d'annulations de livraison. On a un niveau de stock qui a baissé. Alors, sur ce site, on est toujours rempli. Et quand on est rempli, c'est que globalement, on est entre 63 000 et 70 000 colis
63 000, c'est vraiment bas, hein, mais on est globalement à 70 000 colis au minimum. Et là, vous le verrez après, puisque je vous ai mis le niveau de stock, il est vraiment descendu très bas. Et puis surtout, il n'est pas remonté. Et même avant le Black Friday, il n'est pas remonté. Et là, on rejoint ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est que les produits, il faut les avoir à vendre. Parce que si on ne les a pas, on ne les vend pas. Alors, on peut être très, très fort si on a toute la gamme disponible, mais si on n'a rien, et puis là, surtout sans visibilité, c'est-à-dire qu'on savait qu'on n'allait pas se faire livrer, hein, et si on n'a rien, le chiffre, il s'écrase. Donc, au global, l'année 2020 par rapport à 2019, sur l'électroménager uniquement, ça a été 10% de moins et uniquement lié à la pénurie. Et vous le voyez donc au niveau, en termes de niveau de stock. Donc là, c'est en pièces, nombre de pièces stockées. Vous voyez que, alors les dates, bon, je suis désolé, c'est parce qu'on le suit, nous, quotidiennement, mais à peu près au mois d'avril, on a un niveau de stock, enfin, c'est pas à peu près d'ailleurs, hein, c'est au mois d'avril, on a un niveau de stock qui s'est complètement écrasé. Le 60 000 produits, c'est vraiment le minimum qu'on a dans l'année, c'est-à-dire au point le plus bas de l'année, normalement, et ça ne dure jamais très longtemps. Et généralement, c'est plutôt au mois de mai. Donc là, c'est tombé très, très fort. On est tombé bien plus bas que les 63 000. On est tombé même à 53 000. Et puis, on n'est jamais vraiment remonté. Donc, il y a eu un petit sursaut juste avant le Black Friday qui nous a permis de limiter la casse. On a pu se faire livrer pas mal de commandes en attente. Mais derrière, c'est morne pleine et c'est toujours le cas actuellement. C'est-à-dire qu'actuellement, on n'a toujours pas dépassé les 60 000 colis. Voilà. Et les soldes démarrent demain. Donc, les soldes d'hiver qui est historiquement sur l'électroménager sont les soldes les plus importantes, vont très probablement être très décevantes en ce début d'année. Sur la maison et le jardin, là, vous voyez que la courbe est plus pareille. Hein, donc là, on connaît par contre, alors je dirais tous les bénéfices de la dynamique de l'e-commerce, couplés avec les bénéfices, entre guillemets, de la période de la crise sanitaire. Et donc, la fermeture des magasins et du coup, je dirais la raison d'être complètement accrue de l'e-commerce, puisque là, on est venu un peu presque en sauveur. Voilà, et puis donc les gens ont eu des réflexes et pour certains ça a même été des achats compulsifs, hein, ça fait du bien d'acheter quand on ne peut pas sortir, quand on peut pas aller au cinéma, quand on peut pas aller au restaurant, quand on est contraint d'acheter que des produits de première nécessité. Non, moi je décide d'aller m'acheter je sais pas, d'aller acheter une balançoire pour mon enfant pour pouvoir profiter, et donc on en a vraiment nous senti les effets. Après 15 jours en mars, donc début du confinement, qui ont été très moroses, donc une érosion des volumes sur le premier trimestre. Mais alors derrière, deuxième trimestre, ça a complètement explosé. Le mois de juillet a eu un creux. Alors, le mois de juillet, c'était un peu particulier puisqu'il y a eu un report des soldes. Donc forcément, il y a eu un creux par rapport à l'année d'avant parce qu'il y a des volumes des soldes qui ont été reportés de juillet à début août. Les soldes ont démarré mi-juillet au lieu de démarrer fin juin. Donc finalement, ce report des soldes a été écrasé par l'augmentation des volumes qu'on a eu derrière sur T3 et T4. Et en T4, notamment sur le mois de décembre et donc sur la semaine du Black Friday, puisque donc le vendredi du Black Friday, pour nous, c'est un vendredi calme. Par contre, ça pousse dès le lundi qui suit le week-end, puisque là, ça recommence. Hein, c'est là qu'on traite toutes les commandes du week-end. Donc, on a battu nos records d'expédition. Alors, pour vous donner une idée, nos records d'expédition, ça va être sur de la maison et jardin, c'était 173 camions qui sont partis. Et là, on dessert que la moitié nord de la France, hein, nous. Donc, 173 camions qui sont partis sur une journée, sur le lundi. Et électroménager, on avait 53 camions. Donc, voilà, vous voyez à peu près 220 camions juste en expédition. Et quand vous rajoutez les 80 camions qu'on prend en réception, on est à peu près… voilà. On est sur des sites quand même, des grosses machines hein, qui génèrent un gros flux, un gros transit. Et voilà. Alors, en termes de niveau de stock, du coup, beaucoup moins de commentaires à faire sur la maison du jardin. Vous
voyez qu'on a globalement, hein, nous, on a un objectif de remplissage à 85%. Alors, pourquoi 85? Ce n'est pas beaucoup, 85. Sur des produits non volumineux, on peut facilement avoir un objectif à 90, voire même 95%, parce que les produits vont être correctement palettisés, non débordants, et donc on va pouvoir optimiser le palettier. Sur des produits volumineux, sur une palette, vous allez avoir des produits parfois qui font 2 mètres, 3 mètres, et donc vous n'allez pouvoir compléter sur votre emplacement, sur votre lisse, que par une palette de petit format. Sauf que du petit format, on n'en a pas beaucoup. On en a, on peut en avoir, hein, de la motoculture typiquement, ça va tenir sur une palette 80-120. On l'a chez nous parce que c'est lourd, mais par contre, ce n'est pas volumineux. Donc parfois, on arrive à boucher les trous, parfois, on n'y arrive pas. Donc d'où cet objectif à 85% de remplissage, qui n'est pas un standard au niveau d'autres typologies de produits. Et globalement, on voit qu'on a toujours oscillé entre 84 et 90%. Donc, on n'a pas eu de sujet d'approvisionnement, puisqu'il n'y a pas eu de problème il n'y a pas de composants électroniques dans du mobilier, du canapé ou du matelas. Voilà. Et sur les télés, on avait du surstock depuis 8 mois. Donc, le Black Friday a permis d'écouler de la télé, mais on en avait. Et au total, donc voilà, sur la somme des deux activités, premier trimestre décevant, une compensation en deuxième trimestre, le décalage du mois de juillet avec en plus vraiment le phénomène électroménager, la pénurie d'électroménager, donc un mois de juillet hyper décevant, un petit rebond au mois d'août, plus sur la maison que sur l'électroménager, et puis derrière, par contre, une surperformance vraiment au quatrième trimestre, qui nous a permis de sauver l'année. Alors, globalement, 10% d'augmentation sur la maison, 10% de perte sur l'électroménager à cause de la pénurie. Donc, on fait une année à zéro. Après, la subtilité, c'est qu'on fait une année à zéro, mais sur des produits, Cdiscount a un petit peu modifié sa gamme. Donc, sur des produits sur lesquels Cdiscount a un peu mieux margé. Voilà. Puis, dans le même temps, comme on est des bons prestataires logistiques, on a proposé plein d'améliorations qui font qu'on a réduit la facture. Donc Cdiscount, c'est d'ailleurs pour ça qu'on signe un contrat de 3 ans. Donc voilà, Cdiscount a bien tiré son épingle du jeu. Et là, la vision que je vous donne là, c'est pour plus de 30 kilos. Après, sur tous les petits produits, vous imaginez bien que tout ce qui est loisirs, divertissement, donc évidemment les consoles de jeux, je ne parle pas de la PS5, mais premier confinement, ceux qui ont essayé de s'acheter une Switch, je pense que vous avez dû essayer longtemps, mais vous n'avez pas dû l'avoir venir. Il y a eu vraiment, les gens se sont arrachés tous les produits de divertissement. Donc évidemment, là où ils ont explosé leurs chiffres chez Cdiscount, c'est sur les petits produits techniques et divertissement. Et puis après, dans le groupe Casino dans son ensemble, évidemment, dans les supermarchés. Alors, comment on a fait pour passer d'une vision de volume qu'on avait en 2019 à une nouvelle typologie de volumétrie? Alors là, je vous l'ai montré au mois, mais comme je vous l'ai dit, dans la semaine, ça a changé. Donc, comment on a fait pour passer d'un lundi fort à un jeudi fort? Comment on a fait pour maintenir l'activité alors que les gens ici ne sont pas différents d'ailleurs, ils étaient inquiets. Donc au début, je vais même, pour vous exprimer de l'inquiétude qu'il y a pu y avoir sur le site, je crois que c'était le 2e mort en France, était le professeur d'une de mes assistantes. On est dans le nord du 77. J'ai à peu près 40% d'effectifs qui habitent Crépy-en-Valois, Compiègne, Creil, Senlis. Donc en gros, le premier cluster de France, c'était là. Fin février, donc on apprend le décès du prof de mon assistante. Là, je peux vous dire que ça a été tremblement de terre sur le site. Personne ne parlait encore de confinement, de masques, même le gel, on commençait à en parler. Donc c'était, qu'est-ce qu'on fait? Donc, branle-bas de combat, la première chose à faire, puisque l'enjeu pour Cdiscount, c'était quoi qu'il arrive, maintenir l'activité. L'enjeu pour nous, c'était quoi qu'il arrive, maintenir l'activité, surtout pas au détriment de la santé des gens, du climat social, et de leur sécurité. Bon, en gros, il y a 3 choses qui font qu'on a réussi. Donc, là, il y a un peu plus de texte, mais bon, je vais pas rentrer dans le détail. La première chose, c'est de se dire, OK, quoi qu'il arrive, on est solide face au Covid. Donc,
pour reprendre les mots de notre président, on maintient l'activité quoi qu'il en coûte. Pour arriver à maintenir l'activité quoi qu'il en coûte, il faut montrer aux gens qu'on met la gomme. Pour montrer aux gens qu'on met la gomme, avant même que le gouvernement nous dise bah, on va vous demander de faire des choses, limiter le nombre de personnes par pièce, etc., on a fait venir une entreprise, on s'est fait fournir une caméra de prise de température, on a modifié les plans de circulation, l'accueil chauffeur également, on a mis en place un affichage dynamique, toutes les 2 semaines, on renouvelait l'affichage, des audits hebdomadaires, des aménagements de locaux sociaux, etc. Vous avez dû en entendre parler hier. Donc, on a tout fait, mais avant tout le monde à Saint-Marc, parce que tout le monde était inquiet à cause de cet événement malheureux. Donc, les gens ont été rassurés. La deuxième chose, c'est qu'il fallait être proche et à l'écoute, parce qu'une fois qu'on met toutes les mesures en place, on distribue des masques, il y a du gel, bah, il faut que les gens se sentent suffisamment rassurés. Et encore une fois, c'était la condition pour qu'on puisse satisfaire le client. Donc déjà, il faut se montrer hyper adaptable face aux demandes. Donc il y avait, vous imaginez bien, 230 personnes, plein de cas particuliers. Bon, bah, les cas particuliers, il faut les traiter en tant que tels, mais il ne faut surtout pas les mettre sous le tapis, parce que les gens étaient inquiets. Quelqu'un qui est inquiet et qui n'a pas de réponse, bah, derrière, il ne vient pas. La mise en place du chômage partiel, en sachant que nous, bah, comme je vous l'ai montré, on n'a eu que 2 semaines de baisse d'activité, et qu'après ça, on a eu un vrai rebond. Donc le chômage partiel, on l'a mis en place, mais on a dit aux gens, c'est 100% sur la base du volontariat. En revanche, tous ceux qui veulent être mis en chômage partiel, on les met en chômage partiel. Alors pourquoi on a fait ça? Parce que quelque part, c'était un peu le suicide. Si tout le monde m'avait dit je veux chômage partiel, je ne sais pas comment on s'en serait sorti. Pourquoi on a fait ça? Bah parce que d'une part, je me suis dit s'il y a un risque à prendre, c'est maintenant, c'est en début de confinement, et là je pourrais expliquer aux clients de toute façon qu'on a quelques difficultés. D'autre part, parce qu'on a tout le temps un vivier d'intérim et que quelque part, moi je voyais l'intérêt aussi sur une période comme celle-là de conserver normalement, sur une période qui devrait être faible, de conserver un volant d'intérimaire et notamment en prévision des soldes d'été. Et puis parce que j'avais aucun message plus fort à passer vis-à-vis des IRP, donc les instances représentatives du personnel, aucun message plus fort à passer pour dire regardez à quel point on prend soin des gens. Donc ça a détendu tout le monde, de savoir que si les gens le voulaient, ils pouvaient être mis en chômage partiel. La communication a accru, la disponibilité des encadrants évidemment, on a mis en place des e-learning pour les encadrants. Moi, j'échangeais quotidiennement avec les IRP, avec le client également, puisque Cdiscount voulait des garanties. Donc, on avait un plan d'action de 96 points avec Cdiscount qui était redondant avec notre propre plan d'action en interne. Mais toutes les semaines, il fallait lui renvoyer les avancements des actions. Et puis, bah, surtout, dans une période difficile comme celle-là, où on parlait beaucoup de choses négatives, n'avoir aucune hésitation à parler des succès. Alors, des succès de notre client, hein. Les ventes en ligne, ça marche bien, ne vous inquiétez pas, il y a eu 2 semaines moroses, mais là, ça repart, etc. On est bon, on a une productivité qui tient la route, voilà, on arrive à bien s'adapter, félicitations à tous. Enfin, voilà, ne pas hésiter à… On est assez fort dans la logistique souvent pour constater les échecs. On est beaucoup plus faible pour ce qui est du retour d'expérience sur les succès. Et c'est vraiment quelque chose… Moi, en tout cas, à travers mon expérience, que je vous encourage à creuser. Quand on fait les choses bien, il faut se poser la question. Il faut réfléchir, il faut se demander pourquoi on les a bien faites, ces choses-là. Parce qu'un succès qu'on n'est pas capable d'analyser, bah, potentiellement, on n'est pas capable de le reproduire. Voilà. Donc, il faut être capable de faire un retour d'expérience et puis de parler des succès. Et prendre le temps de le faire, surtout. Bon, le troisième point… c'est parce qu'on a été solide et parce qu'on a été proche à l'écoute, on a pu demander aux gens d'être impliqués et d'être réactifs. Alors, la clé de voûte de tout ça, c'est la polyvalence. Quand vous vous retrouvez avec des lundis beaucoup plus faibles que prévu, des jeudis beaucoup plus forts, de l'électroménager qui sort beaucoup moins que prévu, de la maison qui sort beaucoup plus, ben vous vous retrouvez à demander aux gens de basculer d'un poste sur un autre. Alors parfois évidemment de faire des heures supplémentaires ou de travailler un peu moins, donc la flexibilité sur les horaires. Mais voilà, le cariste, vous allez lui demander de charger un camion. Et puis le réceptionnaire, vous allez lui dire bah, tiens, on t'a formé sur un chariot C1, bah, tiens, il va falloir que tu bascules en préparation de commande. Voilà. Tout ça, cette polyvalence-là, évidemment, ce n'est pas un travail qu'on a mis en place pour le Covid. Ça aurait été beaucoup trop tard. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur le sujet.
Mais cette polyvalence-là fait que malgré les variations de volume que vous avez pu voir entre électroménager à la maison et au cœur d'une même semaine, malgré ces variations, on a satisfait 100% des commandes dans les temps. 100%. Voilà, on a eu 0 retard. Alors nous, d'un côté logistique, hein. Après, il peut y avoir du retard en transport. Enfin voilà, le produit arrive cassé dans le point de retrait, ça génère du retard pour la livraison finale. Mais nous, nous avons honoré 100% des commandes grâce à cette polyvalence qui a été bonifiée par la forte entente entre les encadrants. Voilà. Donc, je suis responsable de service en réception, j'ai pas de boulot. Tiens, collègue, est-ce que tu as besoin de quelqu'un? Oui, je te l'envoie. Super. Voilà. On a mis évidemment en place des primes exceptionnelles parce que sur une période comme celle-là, il était important. Alors, il y en a qui d'ailleurs, dans un premier temps, étaient en chômage partiel. Donc, ils ont forcément eu une petite perte sur salaire. Puis derrière, ils sont revenus. Puis, ils ont fait du bon boulot, du super boulot. On n'a jamais été aussi productif que pendant cette période, notamment avril, mai, juin. Donc, derrière, mise en place de primes exceptionnelles pour dire aux gens, voilà, ouais, tu avais perdu un peu en chômage partiel. Par contre, tu es revenu au moment où on t'a appelé parce que vraiment, on avait besoin. Tu as été au rendez-vous, super. Et par contre, dans le même temps, ça fait 3 ans qu'on travaillait sur notre niveau d'exigence en qualité et en sécurité. Et dans le même temps, on en a profité pour resserrer les taux sur l'application de toutes les règles qualité et sécurité qu'on avait définies avec l'encadrement depuis quelques années. Donc, on a mis en place en plein cœur de cette période-là, hein, puisque on l'a présenté au mois d'avril et on a mis en place au mois de juin. On a mis en place un barème d'impact sur les primes de productivité par rapport à des critères qualité et sécurité. Et là, je prends un exemple. Hein, c'est nous, on calcule les primes au quotidien par rapport à la production de chacun, donc quotidiennement. Donc un gars, il peut avoir une journée 20 € de prime parce qu'il a produit tant de colis. Le gars, on le voit sortir d'une allée, il a les fourches levées, il perd sa prime de jour. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui aurait pu faire tiquer les gens, sauf que finalement, ils avaient d'autres chats à fouetter. Et globalement, ils ont trouvé qu'on était tellement à l'écoute et qu'on leur apportait tellement de soins, finalement, il n'y avait pas de raison de râler là-dessus. C'était juste du bon sens. Et je pense qu'à une autre période, ça ne serait peut-être pas passé aussi facilement. Mais là, on a pris 2 mois pour le mettre en place. On l'a mis en place. Et ça fait 7 mois. En 7 mois, on a eu 2 accidents de travail, ce qui est très, très peu. Hein. Puisqu'avant, on était plutôt à 2 accidents de travail par mois. Et puis, on a diminué drastiquement la casse sur le matériel et sur les marchandises. Parce que les process sont respectés, parce que le matériel est plus respecté et les règles de circulation sont respectées. Voilà pour ma part ce que je pouvais vous dire de l'année 2020 chez nous. Merci Adrien pour cette présentation. En fait, on voit effectivement que la logistique en fait, du e-commerce, derrière, il y a bien des choses à faire et donc il y a une organisation. Et puis effectivement, c'est intéressant de voir finalement d'avoir une vision de l'année 2020 hein, sur ce qui s'est passé chez vous avec effectivement un travail de fond, à la fois un travail de fond, une réactivité et puis des prises de décision rapides. Alors, je ne sais pas si les étudiants ont des questions ou des commentaires ou des réactions par rapport à ce qu'eux-mêmes ont vécu sur ces périodes-là. Moi, j'aimerais revenir par rapport à ce qu'il avait dit tout à l'heure par rapport aux clients. Nous, on nous a appris qu'un client qui était content, c'était 3, qu'il en discutait à 3, et qu'un client mécontent, il en discutait à 9. Et avec justement l'effet de e-commerce et des réseaux sociaux, on voit que ça a été démultiplié. Quand on est mécontent, on parle plus facilement. Alors, c'était Marius hein, qui évoquait effectivement ce phénomène effectivement, via les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'on donne des taux de satisfaction et donc ça impacte complètement. Plus sensible, ouais. C'est ça. Mais le client content qui en parle à 3, il suffit qu'il y ait un des 3 qui passe commande et qui lui soit mécontent, il va en parler à 9. Alors, voilà. Et effectivement, donc, mais c'est pour ça que le client, même le client content, hein, il va commander une fois, la fois d'après, il va quand même être. On attend toujours le site internet au tournant quand même. Hein. On attend le moment où on va être déçu, et puis derrière la réaction du service client, voir si le service client, ça aussi, hein, c'est une clé. Hein, le service client, est-ce que je vais
que je vais être rapidement pris en charge? Est-ce qu'on va vite me dédommager? Enfin, voilà. C'est vrai qu'il y a une incertitude liée à la livraison du produit en bon état au bon moment, du bon produit évidemment, voilà, qu'on n'a pas ailleurs que dans l'e-commerce. Alors, j'ai Sylvain qui fait une remarque, je ne pense pas que ce soit une question. Sylvain, tu me corriges si je fais l'erreur, mais effectivement, la polyvalence semble avoir été une clé aussi importante de réussite pour passer ces caps difficiles. On n'aurait jamais passé le mois d'avril, dès le mois d'avril, hein, on se serait pris les pieds dans le tapis si on avait gardé une organisation très figée qui était celle qu'on avait en 2017. 2017, on avait des spécialistes dans chaque métier. Aujourd'hui, on a des gens qui ont des points forts, évidemment, hein, donc des gens qui sont capables d'intégrer les nouveaux, etc. Mais on avait tellement de difficultés. On est dans un bassin où finalement il y a beaucoup d'entrepôts logistiques, hein, alors que ce soit le sud d'Île-de-France ou le nord Île-de-France, beaucoup d'entrepôts. On ne se démarque pas forcément par les salaires. Il y a une très bonne ambiance, sur nos sites, mais c'est pas forcément ce qui fait que les gens viennent. Par contre, c'est ce qui peut faire que les gens restent. Donc quand on a des difficultés à recruter, quand on a des problèmes de sécurité, des problèmes de casse sur la marchandise, il faut limiter en fait le nombre de personnes qu'on va avoir à intégrer sur les sites. Et pour limiter le nombre de personnes, on va de toute façon, c'est simple. Il y a des lois physiques. Un entrepôt, il se remplit, après il se vide. Bon, après, il y a toujours un fond de roulement, hein, mais globalement, il est très rare que vous ayez un flux de réception qui pousse très fort au moment où vous avez le flux d'expédition qui pousse très fort. Généralement, ça va pousser fort en réception, et puis derrière, ça va enchaîner sur la préparation et l'expédition. Donc, tout l'enjeu pour nous, depuis 2017, c'était de sortir de cette organisation figée qui faisait qu'à chaque fois, on arrêtait des gens de la réception et puis on prenait des gens qu'il fallait former, intégrer voilà, sur de la durée et sans jamais avoir de garantie de sécurité, de qualité et de productivité. Et donc, on fait évoluer ces gens de la réception, on les forme sur des KSS, etc. Et sur des périodes de pic d'activité, on fait jouer les vases communicants. Ce qui fait qu'on a un effectif qui est, alors même s'il y a toujours, voilà, on varie, hein, je vous l'ai dit, entre 230 et puis 250 personnes. Mais on n'a plus du tout les pics d'effectifs qu'on pouvait avoir par le passé. Et on va beaucoup plus s'appuyer sur nos ressources propres et sur la polyvalence. Ouais. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions. Marius, si tu veux poser ta question directement, limite. Oui. Alors, j'avais une discussion avec un ami récemment, justement, on parlait du e-commerce et on parlait aussi des points de vente physiques. Par exemple, Amazon, il fait un peu de l'alimentaire, justement. Et on discutait, est-ce qu'à terme, le e-commerce, il ne va pas remplacer comment ça s'appelle, les lieux de vente physiques? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y a une mutation qui s'est faite. Et, c'est un peu comme tout à l'heure avec les. Alors, c'est peut-être des réponses de Normand, mais un peu comme la discussion sur les drones, etc. Il y aura toujours des produits, il y aura toujours des personnes qui auront besoin des magasins. Tout à l'heure, Alain le mentionnait, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais on voit que, par exemple, collecter ces produits à des pick-up points, qu'on appelle ça, ou des points relais, ou quel que soit le nom, nécessite la partie physique. Ce qu'on voit à l'inverse, en fait, et comme tu viens de le dire, c'est Amazon, je le disais, avec Whole Foods et d'autres, commencent à ouvrir des points physiques à l'inverse. C'est-à-dire que le e-commerce vient prendre pied dans les points physiques. Parce que moi, je crois que me forger mon opinion, c'est que je deviens un fervent défenseur de ce qu'on appelle le multi-channel. C'est-à-dire d'utiliser toutes les voies possibles pour toucher le client, avec une prépondérance plus de l'une de l'autre, pour s'adapter justement au type de produit qu'on vend, au moment où on le vend, c'est-à-dire à l'événement qui se lie à ça, l'urgence potentielle, et aux habitudes des gens. Donc en fait, aujourd'hui, c'est plus que les magasins font de plus en plus de web. Alors, Covid à part, évidemment, hein, qui a poussé tout le monde sur le web et fermé même littéralement des magasins pendant un moment. Mais je pense que l'équilibre,
je sais pas si c'est 50%, il y a un équilibre qui se fera. On est toujours effectivement dans une phase où on a plus de e-commerce que de physique, mais parce qu'on partait de 100% physique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais plus, on doit être à 25%, je crois, même pas en France, de e-commerce sur le commerce en général. Maintenant, est-ce que ça sera 50, est-ce que ça sera 40 pour le e-commerce ou l'inverse? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y aura la combinaison des deux. Ce que je peux vous garantir, c'est vrai, c'est qu'à l'inverse, par contre, les paysages urbains, centre-ville changeront. C'est-à-dire qu'ils ont changé, hein, et d'ailleurs, amusez-vous à faire, je l'ai fait, moi, pour une conférence que je faisais, de prendre des photos de la rue principale de votre ville, suffisamment grande, un beau centre-ville. Prenez des photos dans le temps, ou en tout cas récupérez des photos dans le temps, il y a 40 ans, il y a 30 ans, 20 ans, 10 ans, vous verrez qu'il y a toujours des magasins. Par contre, ils ont changé. Maintenant, on a beaucoup de téléphones mobiles, par exemple, etc. Enfin, et donc, je pense que ça va continuer en l'occurrence. Et oui, on va peut-être avoir plus des points où on va retirer des produits, mais qui seront encore là, qui en vendront un peu, mais qui ont une vocation à retirer. C'est plus ça, en fait, qu'on risque d'avoir. Et c'est là où, d'ailleurs, pour moi, les retailers ont la plus... Alors, ils sont un peu, notamment en France, un peu en retard, mais c'est pour moi les anciens, j'espère qu'il n'y en a pas dans la table, enfin, si vous êtes chez l'un, ont le plus de retard, les Carrefour, etc., ont du retard, mais ils ont quelque part une bonne opportunité parce qu'ils peuvent se mettre au e-commerce et ils ont déjà la partie e-commerce forte, en l'occurrence. Donc, mais je vois plus ça, en fait. Ok, merci. D'autres points abordés? Non? Moi, j'avais juste une chose qui me vient à l'esprit en vous écoutant. C'est vrai que on le voit dans certains secteurs je prends l'automobile avec Tesla, où en fait on peut acheter son véhicule en ligne. Hein. Après, on a un showroom. En fait, on voit le véhicule. Hein, on voit le véhicule. On peut imaginer que je reviens vers les immeubles, enfin les meubles, etc. On peut imaginer ça par rapport à ce que disait Adrien sur le mobilier, etc. En fait, on a besoin de voir les choses, à la limite de s'installer dessus, hein, voir comment on est dedans. Mais après, on peut commander en ligne. C'est-à-dire qu'il y a toujours des lieux physiques, ne serait-ce que pour voir le produit, se rendre compte. Parce que bon, on ne voit pas forcément la même chose sur Internet, quoique sur Internet, il y a des choses bien faites aussi. Et on voit des vidéos, etc. Mais on ne se rend pas compte physiquement. Donc, je pense qu'il y aura effectivement ça. Enfin, je ne sais pas quel est votre avis là-dessus. C'est effectivement dans les tiroirs de ces discounts. Donc, voilà. Oui, il est bien évident que dès qu'il y a une notion de décoration, d'esthétisme, oui, c'est bien d'avoir des showrooms. Donc, je vais pas vous en dire davantage, mais oui, côté discount, c'est à l'étude. Ouais. Et à l'inverse, alors ça n'enlève pas ce parti esthétique, à l'inverse, on fait des choses extraordinaires maintenant grâce aux images reconnection, etc., où vous pouvez avoir un mobilier vous regardez sur votre téléphone et vous pouvez le mettre avec votre caméra dans la pièce chez vous. Et ça, Amazon le fait, d'autres le font, hein, mais où là, en fait, et les systèmes de reconnaissance de distance, c'est-à-dire que carrément, vous pouvez vous balader chez vous et dire, regardez, la nouvelle table, je la mets au milieu de mon salon et je vois comment elle rend. Et là, je pense qu'on a aussi une augmentation de l'expérience pour faire son choix, en l'occurrence. Ça valide même la taille, quelque part. Merci. Des interventions, non, de la part des étudiants? C'est long, 2 heures. Ouais. Voilà, je pense que, en tous les cas, merci. Bon, je veux pas, effectivement, c'est très, comment dire, très, très riche hein, à la fois d'expérience, de repères. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci Philippe, merci Adrien. Voilà, merci à vous pour l'accueil. C'est toujours un plaisir de partager en tout cas et surtout avec, comme je l'ai dit tout au début, bon, tout le monde n'était pas là peut-être quand on parlait avec Hervé. Je trouve que c'est pas Xavier qui va me défendre là-dessus, mais cette communauté de Gaulle est une bonne communauté. Je pense qu'on a dans l'historique des excellents profils, des gens et un réseau qui est bien riche. Donc, bienvenue à tous pour cette entrée dans ce réseau et peut-être qu'on va s'en recroiser justement
parce qu'on tient particulièrement à garder le lien. Et bon, là, je laisserai la main à Xavier, évidemment, qui est le maître de ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de rencontrer les nouveaux arrivants. Merci. Merci Philippe. Il est très fort. Vous avez beaucoup de chance d'avoir des intervenants comme vous avez. Donc voilà, c'était sympa. Merci en tout cas à vous deux d'avoir participé et d'avoir animé, et à Hervé d'avoir fait l'animation également. Je pense que c'était un tour d'horizon un peu large, et effectivement pour rentrer dans la vie et dans le monde des anciens Gaules, dont on fait partie avec Philippe depuis maintenant quelques années. Voilà, donc on vous attend avec impatience. Donc faites tout pour avoir votre diplôme, hein. On vous attend chez les anciens Gaules. Et ça ne sera pas dur de nous retrouver normalement, si vous faites bien les choses. Voilà. Merci. Merci à Florence. Merci à Florence. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci Hervé. Merci à tous. Merci. Au revoir. À demain, Merci. les étudiants. Merci beaucoup. À demain. Bonne soirée. Merci À beaucoup. demain. À demain. Bonne soirée. Merci.